Bonjour à tous, Ulrich Nisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle une fois de plus que je suis moi-même en céto nutritionnel ininterrompu depuis 2013 et comme vous le voyez, toujours en vie. Aujourd'hui, je suis très heureux d'aller à la rencontre de Katia qui va nous partager son expérience du régime cétogène. Bonjour Katia, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci. Alors, déjà, je te remercie pour le temps que tu vas nous accorder pour venir apporter ton témoignage sur le régime cétogène. Comme je le dis toujours, chaque expérience vient enrichir l'expérience collective. Donc, c'est très important. Donc, merci pour ton temps. Et puis, je vais commencer par, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je m'appelle Katia Cohen, j'ai 52 ans, je suis maman de deux grands gaillards là, de 22 et 19, mariée depuis une trentaine d'années. Je travaille comme assistante sociale, donc je travaille auprès des personnes victimes de violences ou toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie depuis. J'ai été formée en 2000. Je vis en Alsace, donc en France, Mhm. loin de Boulbeur, où là où il fait moche, évidemment, 300 jours moche, voilà, très bien. Et aujourd'hui, il fait pas beau. Et voilà, donc c'est en gros, et je suis dans une recherche, d'amélioration de ma vie, d'amélioration de plein de choses, depuis plusieurs années parce que ça m'a amenée là, quoi. Voilà. Mhm. Et tu me parlais justement dans nos échanges par email avant que tu avais une formation sur la naturopathie, donc tu avais déjà eu une formation vraiment sur la nutrition. Comment ça s'est inséré dans ton parcours professionnel? Alors la naturopathie, elle est rentrée dans ma vie un jour, de confinement où on se demandait tous un peu ce qu'on allait foutre dans cette planète, enfin ce qui nous Mhm, arrivait. C'était tellement compliqué cette période, j'ai encore du mal à réaliser ce qu'on a vécu tellement c'était délirant. mhm, Et je me souviens avoir été dans le jardin, avec une interdiction de sortir en me disant: «Bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire?» parce que je m'ennuie. Alors professionnellement, je suis, je pense, une professionnelle aguerrie. J'en suis à donner des formations aux jeunes professionnels et cetera, donc j'apprends plus énormément de choses. Et puis un jour, je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que c'est naturopathie? Définition naturopathie, école naturopathie Alsace» et puis un numéro de mhm, téléphone. Je fais le numéro de téléphone et je me suis retrouvée 1h30 au téléphone avec Jean-Brice Tivan que tu as mhm, enregistré déjà. mhm, Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette formation pendant 3 ans, un week-end ou 2 week-ends par mois où j'ai rencontré des personnes avec qui je partageais un peu les mêmes, mhm. centres d'intérêt. Ça m'a permis de me désisoler et d'apprendre tellement de choses et de me rendre compte qu'il y a des choses que je faisais déjà intuitivement et instinctivement sans le mettre sous le terme de naturopathie. Voilà. Et ça m'a ouvert, sur tellement de choses, quoi. Ouais, voilà, c'est comme ça que la naturopathie est rentrée dans ma vie. Alors j'ai une formation, oui, je revendique pas comme naturopathe parce que ce serait prétentieux vraiment. Mais voilà, j'ai cette curiosité, cette ouverture, cette autre façon de prendre en charge la santé, ce que je faisais comme dit déjà avant, mais toute seule un peu et je savais même pas que ça pouvait exister. Je définissais les naturopathes ou les gens qui allaient chez naturopathes comme des espèces de bique-niques là, un peu chiants. Mhm. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens comme moi, qui ont envie aussi comme moi et qui d'aller mieux et qui ont des vraies pathologies. Enfin, quand je dis des vraies pathologies, parce qu'il y en a certains, ils vont chez le naturopathe pour des choses qui pour moi sont pas Mhm. graves. Enfin, tu vois, Mhm. j'avais des préjugés et des représentations sur les gens qui allaient chez les naturopathes, voilà. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Disons que c'est une Donc autre j'ai façon, quand on a un problème de santé, une autre catégorie de professionnels pour t'aider pour ouais, t'accompagner dans la guérison, qui va c'est être ça, différente de l'allopathie, de la médecine traditionnelle, c'est ça. avec certaines molécules, et cetera. C'est une autre façon de faire, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, je le faisais déjà, plus ou moins, je prends en charge ma santé, intuitivement depuis des années. En fait, j'étais malade, j'ai 52 ans, j'ai développé une spondylarthrite ankylosante assez cognée, aux alentours de la trentaine, entre 25 et 30 ans, qui m'a fait beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup souffrir avec des périodes même en fauteuil, et cetera. Et donc à l'époque, tu vas chez le médecin, chez le rhumato, tu Mmh. obéis, tu bouffes tes médocs, tu essayes plein de trucs, j'avais une rhumatologue dans le privé qui était pas très sympa parce que je posais trop de questions, parce que, je voulais connaître les effets secondaires, la salazopyrine, le méthotrexate, alors que j'avais envie de faire des bébés, quoi. Et donc je posais trop de questions et puis, elle a fini un jour, à force de me faire que des injections, dans les sacro-iliaques, heu, elle était excédée et puis elle me disait: «Écoutez, vous me fatiguez madame Cohen là, le rhumatologue c'est moi, voilà. Donc je sais ce que voilà, donc vos questions, si ça vous plaît pas, vous prenez la porte». Et comme je suis un peu, faut pas trop me chercher, du coup j'ai pris la porte et je me suis retrouvée dans une solitude absolument extraordinaire à l'époque, avec des douleurs extraordinaires. J'ai des réveils de fin de nuit nocturnes, enfin
Mes grossesses se sont très bien passées. J'ai eu des vraies, périodes de répit pendant mes grossesses. Mmh. Souvent la maladie se met en berne, hein, pendant la grossesse. Les Beaucoup, accouchements, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies, ouais, changent littéralement, c'est-à-dire vont c'est se ça. déclencher pendant ou une rémission Ouais, pendant. c'est Il y ça. a un vrai Ouais, ouais. changement. Non, non, j'ai eu des vraies belles grossesses de ce côté-là, mais c'est vrai qu'une fois que les garçons étaient là, il y a eu des anti-inflammatoires tout de suite parce que j'avais tellement mal que donc j'ai pas pu les allaiter, ce qui reste, enfin un regret, mais en même temps c'est une réalité, c'est comme ça et donc elle me fout à la porte, voilà. Donc je me suis dit: «Oh merde», avec des vraies idées noires, hein, c'était compliqué. Alors j'ai une histoire, personnelle et familiale, un peu complexe. On ne devient pas assistante sociale d'ailleurs par hasard, en se levant un matin en disant: «Bah tiens, je vais faire», j'ai un parcours un peu compliqué avec un père qui a été assez, strict et violent, on va dire. Oui, mais j'en ai fait quelque chose. Je me considère comme étant un peu résiliente par rapport à ça. Mais cette maladie, elle était là et elle était durement là avec des vraies en il y a des je me souviens, il y a eu des moments où je me disais: «Bah, tiens, si là maintenant tu meurs, c'est OK». Voilà, c'est OK. Parce que je tournais à l'Acupan, hein, à l'Acupan, les ampoules de morphine là qui me servaient à que dalle, enfin, j'étais devenue une espèce de toxico remboursé sécu, mais ça me faisait rien. Et donc la rhumato qui me jette de son bureau, donc OK, très bien. J'avais un généraliste plutôt sympa, assez gentil, bon, qui continuait à me prescrire, Biprophénine, voilà, que je bouffais comme des bonbons. Et puis ma sœur, un jour, elle me dit: «Bah tiens, regarde ce bouquin-là, Alimentation, troisième médecine, signalé». Donc la porte d'entrée, ça a été signalé. Moi, de toute façon, comme j'avais strictement plus rien à perdre, donc là, c'était bien avant la naturo, hein, donc je lis signalé, donc on est dans les années, je sais plus quoi, les années 2000, je sais pas, Mmh. 2000, quelque chose comme ça. Le sans gluten en France, c'était un peu la grosse misère, donc je me suis dit: «Bon, je vais faire du signalé pendant 9 mois de façon, stricte». Alors heureusement, on est frontalier avec l'Allemagne, donc avec l'Allemagne, on pouvait trouver des trucs qui étaient déjà un peu ouais. Mmh. Ça a été 9 mois assez terribles, parce que j'ai fait des expériences de pain immonde, enfin, j'étais pas du tout habituée, mais j'ai tenu et au bout de 3 mois, à peu près comme ça, j'ai eu un peu une mais j'avais plus de vie sociale parce que bon, signaler, c'est particulier, en vie sociale. Cétogène, non, mais signaler, c'est plutôt compliqué, quoi et j'ai eu moins mal, vraiment tout doucement, moins mal. Je me dis: «Tiens». Donc j'ai fait ça pendant 9 mois, 9 mois, 1 an. J'ai jamais repris une alimentation comme avant, hein. D'ailleurs, je bouffe plus de pâtes, de riz, mais j'ai eu des moments où, psychologiquement, j'ai pu, lâcher sur du sucre. Voilà. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps en temps, même de moins en moins, mais du réconfort sucre. J'ai eu des périodes de compulsions alimentaires, enfin bon, un peu la totale psychologiquement, c'était un peu tempête dans le cerveau, mais j'allais mieux. Et comme j'allais mieux, j'ai pu, en parallèle, commencer un travail, parce que j'ai toujours été convaincue, que chaque maladie symptôme avait une raison d'être là. Voilà. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi?» Alors au début, on se prend pour une victime, hein: «Pourquoi moi? Pourquoi?» là, on se plaint et cetera. On se dit: «Ouais, c'est pas juste la vie et tout ça». Hem, mais une fois qu'on sort de ce statut-là, on se dit: «Mais tiens, qu'est-ce qu'elle» et j'ai commencé à travailler avec des personnes qui sont formées en décode alors j'ai eu plusieurs types de thérapies, j'ai tout essayé, enfin des choses improbables, mais ce qui a été assez efficace chez moi, c'était, le décodage biologique des maladies. Donc c'est une approche qui vient d'Allemagne, dans les années 50 et ça a fait des petits, un petit peu tout doucement et ça part du principe que chaque maladie, symptôme ou comportement répétitif sont toujours des solutions parfaites à des conflits non résolus et ça me parle, ça me parlait vraiment. Hem et je me suis dit: «Mais OK, d'accord, donc si cette maladie, ostéo-articulaire dans la symbolique, on sait que les inflammations ostéo-articulaires sont souvent liées, à la structure. La structure, c'est le père, la loi, la maté enfin voilà, le cadre, le mât du bateau et cetera et dans mon cas, c'était assez défaillant et plus que dysfonctionnel et déconnant et je me suis un peu attaquée à ça et curieusement, il y a eu des vraies périodes, de lâcher d'émotions où la thérapeute m'emmenait un petit peu revisiter des choses émotionnellement. Il ne s'agit pas de rester que dans l'intellect, il s'agit après d'aller un peu en auto-hypnose et de revivre des choses pour trouver ce qu'on appelle le programmant, là où ça s'est programmé, là où ça s'est voilà et donc il y a eu de l'alimentation, du thérapeutique, et un peu tout ça, a fait que, la maladie s'est apaisée. Je suis plus en ALD parce que alors les médecins, ils étaient sympas, ils m'ont foutu en ALD pensant bien faire, mais du coup, j'ai de toute ma vie, il y a juste un bichon qui est à mon nom, hein, sinon il y a rien qui est à mon nom. J'ai pas pu faire de crédit à mon nom, j'ai rien pu faire, et en plus, c'est des ALD sur 20 ans, donc ça, c'est des vraies mauvaises, fausses, bonnes idées là, mais les médecins, ils savent pas les conséquences. Bref, aujourd'hui, mon ALD,
Les médecins, ils comprennent pas. Ils disent: «Mais comment ça se fait? Vous êtes pas malade?» Je dis: «Ben, et puis, je veux pas de renouvellement d'AED». L'achat de la maison, pareil, l'assurance pour le crédit de la maison, pas moyen, pas moyen, rien, que dalle. Enfin, c'est vraiment un truc, et ça fait maintenant, ouais, 15 ans, une bonne quinzaine d'années là, que mon dos, plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. Donc il y Mmh. a eu du signalé, il y a eu, du thérapeutique, il y a eu la formation de naturo et là, il y a eu une vraie rencontre avec le céto, même si je le faisais déjà intuitivement, mais je savais même pas que ça existait, je savais même pas que Mmh. ça s'appelait cétogène, Mmh. et la formation avec Jean Brice, a été, pour le coup, une vraie révélation. Donc j'ai continué à lire, apprendre. J'ai acheté tous les livres de Nelly et les tiens, qui ont été pour moi des vraies bases et j'en parle beaucoup, dès que quelqu'un, s'intéresse un peu à ça, je dis: «Bah, voilà, là, la base, là, il faut vraiment que tu lises, Bonjour Keto et tu bouffes ce truc et tu le digères» et voilà. Et voilà un petit peu comment les choses, se sont un peu empilées, Mmh. et aujourd'hui, je me considère plus du tout comme malade, mais vraiment plus du tout. La maladie, elle est plus Tu là. te Alors je considères en faisais rémission, guéri, quoi? Mmh. guérie, moi, je suis même pas en Mmh. rémission, pour moi, je suis guérie. Je veux dire, j'ai pas, les Mmh. examens ne montrent plus rien. J'avais vraiment des inflammations au Mmh. niveau des sacro-iliaques avec, la CRP, elle était déjà montée à 250, 300, Ah ouais, enfin là, bon, c'est voilà. sérieux, là. Oui, oui, c'était assez méchant, longtemps. Ouais. Là, j'ai une CRP à 0 et le médecin, il a jamais compris. Alors quand j'ai essayé de évidemment lui expliquer que j'ai pris un autre chemin, bah, il balayait ça du revers de la main. À une époque, quand j'avais trop mal et il me disait: «Allez voir un psy, hein, allez voir un psy là, parce que c'est dans votre Oui, tête». forcément. Ouais. Mais finalement, c'était un bon conseil, hein, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais peut-être commencer un psy» et donc j'ai Ouais, mais épluché enfin, si tu veux, l'oignon. ça dépend de moi, je fais attention quand même au niveau des caractères des gens parce que, je comprends bien l'extrême solitude des Ah ouais, patients, non, des mais là, malades. Quand tu te c'est retrouves face à un système, médical qui est aujourd'hui pour moi déshumanisé, je pèse mes mmh. mots, hein, je l'ai vécu donc, Oui, je oui. sais ce que Ouais, c'est. Où on te prend littéralement pour de la viande. ouais. «Bonjour monsieur, faites ce qu'on vous dit. Si vous êtes pas content, cassez-vous». OK, très bien. Mmh. Tu es tout seul. L'administration derrière te classe en handicapé, et cetera. Moi, C'est je l'ai vu ça. avec ma mère, où je me rappelle de façon ironique, si tu veux, ma mère a fini les 6 derniers mois à glioblastome, tu es handicapé, hein, tu Ouais. hémiplégique, et cetera. Bon, et tu reçois des lettres de l'administration française qui te dit: «Surtout, n'engagez aucun frais avant d'avoir l'autorisation de la MDPH pour Mmh. les matelas, et cetera, et cetera». Mmh. Et en fait, de façon ironique, j'ai reçu un courrier en disant que son dossier était accepté 2 mois après son décès. Je t'explique pas le courrier que je leur ai envoyé disant qu'ils pouvaient se le mettre dans le fion bien profond. C'est le système déshumanisé, Oui, c'est voilà, ça, c'est ça, français, c'est ça. où tu es des machines, quoi, il y a plus d'humains. Et les médecins, en fait, tout puissants, disent, «Ah bah non, mais il y a pas de traitement, donc en fait, vous faites ce qu'on vous dit, vous prenez vos antidouleurs et Mmh. puis vous mourrez tranquillement. Et surtout, Oui, c'est essayez pas ça. de faire des choses dans votre coin, hein», voilà. Oui, oui. Oui, oui, attention, c'est dangereux et puis c'était tout au début des protocoles là, tu sais, anti-TNF-alpha là, je sais pas quoi, les trucs Mmh, mmh. les biothérapies, Ah bah, mais là, c'est des gros jackpots ça, hein, là, il y a du gros pognon derrière, hein. et là, j'ai dit: «Non», parce que j'ai lu le truc et j'ai lu les décharges qu'il fallait que je signe, je me suis dit: «Non, non, ça c'est pas question, le bénéfice-risque, non». Mmh. J'ai jamais été en arrêt maladie, hein, paradoxalement. Alors j'ai été une vraie tête de mule. Si c'était à refaire, je serais un peu plus gentille avec mon corps et je pense que je me mettrais plus souvent en repos. Mais là, il fallait coûte que coûte que Mmh. je me souviens, mon mari me regardait le matin, il me dit: «Mais Katia, tu peux pas aller bosser». Je lui dis: «Ferme-la, mets-moi mes chaussettes et mets-moi dans ma bagnole, quoi». Parce qu'une fois que j'étais assise, moi je fais un métier de relation d'aide, donc une fois que je suis assise, bien confortablement installée, ça va plutôt. Il était pas question que je me mette en arrêt, hein. C'était vraiment de l'obstination, même trop. Mais ça m'a permis de jamais être en arrêt maladie et j'ai été d'ailleurs embauchée par mon employeur, je lui ai jamais dit que j'étais malade, il le sait pas. Il le sait pas et il y a prescription maintenant, mais si j'avais dit à l'époque que j'étais en ALD pour une spondie, il m'aurait jamais embauchée. Il m'aurait jamais C'est embauchée. clair. Donc en plus, j'ai menti. Oui, mais tu vois, tu as un tempérament très particulier parce que la spondylarthrite ankylosante, en fait, «Bonjour docteur, qu'est-ce que j'ai comme maladie? J'ai une spondylarthrite ankylosante». OK, très bien, on peut rien faire. On peut pas l'inverser, on va juste manager les symptômes, Mmh. ralentir un peu Mmh. l'évolution. Voilà ce qu'on va vous dire. Mmh. Mmh. Et les gens un peu faibles d'esprit, je vois immédiatement que tu ne l'es pas, Mmh. les gens un peu faibles d'esprit, en fait, vont s'installer dans la maladie. Oui, c'est ça, Je c'est un suis bénéfice malade, secondaire. je Oui, suis oui. handicapé, et en Oui, oui. fait, la préoccupation du jour, ça va être d'avoir l'autocollant, le macaron handicapé Ouais, pour pouvoir se c'est ça. garer sur les places de parking. Ouais, c'est Et ça. les gens, en fait, ils abandonnent même l'idée
Mmh. d'avoir une rémission, une guérison. Et ça leur a Ouais, même sorti de l'esprit. C'est là le c'est ça, côté dangereux, en fait, de ce ouais. genre de façon de traiter la maladie. Ben, c'est les bénéfices secondaires à être malade. Moi, je vois des personnes qui éprouvent un vrai confort à être malade. J'ai été en cure. Alors une fois, j'ai quand même fait une cure avec les chaînes thermales du soleil, blablabla. Donc je vais à Gréoux-les-Bains, hormis le fait que c'est très joli, et cetera, je me retrouve avec que des gens qui sont malades. J'étais Mmh. une des plus jeunes dans l'histoire et je voyais que des personnes: «Ah, j'ai mal là, ah, j'ai mal là» et puis alors au bout d'un moment, ça m'a agacée, ça m'a gâché ma cure, qui d'ailleurs m'a fait du bien, c'était plutôt sympa d'ailleurs et je disais aux gens, je lui dis: «Mais vous êtes autre chose qu'une maladie là?» Vous avez un prénom, une vie, enfin je sais pas, il y a des trucs que tu aimes bien là? Tu es pas autre chose qu'une arthrose, stade 4 là? Enfin p et ça m'a toujours rendue dingue, mais vraiment et je travaille aussi comme ça avec les personnes. Quand je les rencontre, je dis: «OK, tu as été victime de violences conjugales, c'est bien, super, mais maintenant on avance comment là? C'est quoi la suite?» Tu vois? Mmh. C'est quoi la suite? Hop, 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 hop et ça, c'est mon tempérament. Donc Mmh. c'est les et là, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient un vrai bénéfice à être malades. Parce que leur famille les plaignait: «Oh la pauvre, elle est malade, la pauvre, elle est» OK, OK, je dis pas, il y a on n'est pas égaux par rapport à ça et je reconnais que moi j'ai géré comme ça, je veux pas juger les personnes qui s'installent dans la maladie. J'essaie de les accompagner comme je peux aussi dans leurs difficultés. S'ils veulent rester malades ou victimes, alors je dis pas qu'il y a pas, heu, il y en a certains qui vont hurler en m'écoutant, je suis désolée, mais je suis tolérante par rapport aux autres. Mais moi je l'ai pas géré comme ça. Voilà, moi je l'ai pas géré comme ça et heureusement d'ailleurs parce que je crois que c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui m'a Oui, sauvée. Ouais. oui. Oui, mais moi, je partage ton avis. C'est-à-dire que le système, hein, il a une responsabilité là-dedans. Oui, On l'a vu, par exemple, moi, je l'ai vu avec ma mère, glioblastome, on lui dit, enfin, on me dit à moi, il lui reste 18 mois. ouais, c'est ça, Et en c'est ça. plus, on m'a chargé, moi, de lui dire. C'est moi qui lui dis. OK? Mmh. Elle a fait 18 mois, hein. Ouais, bah, oui, la Pas programmation. 16, Bah, pas c'est 19, programmé. hein. Ouais, ouais, c'est OK? programmé. Ouais, c'est Et le ça. système est responsable de ça. Par Ouais. exemple, dans le cas du glioblastome, on pourrait très bien dire: «Vous avez une maladie très grave, Mmh. on va faire le maximum pour vous aider». C'est pas la même chose déjà. C'est ça. On va faire le maximum pour vous aider. On Ouais, va vous amener, les meilleures molécules, les meilleurs traitements, la meilleure nutrition pour vous aider. On est ouais, dans une route ouverte vers la guérison. On ouais, fait quelque chose. c'est À ça. partir du moment où on met un couperet, vous êtes Ouais. malade, on peut pas guérir, vous allez mourir, les gens, en fait, un peu faibles d'esprit, un peu faibles, un peu soumis, Mmh. vont se soumettre aux diktats du système et faire ce qu'on va leur dire. C'est une maladie incurable? Ah je vais pas guérir du coup. C'est Mmh. une C'est maladie ça. mortelle? Bah, je vais mourir. Ouais. Et il y a Moi il je y a moi je peut-être leur moi 15-20 des gens qui ont du c'est caractère et qui vont se dire: «Non, non, non, là, moi, je vais pas mmh. laisser là, hein, non, je vais faire autrement». Et Mmh. ceux-là ont des résultats extraordinaires. Mmh. Mais les autres qui acceptent, le Mmh. diktat du système, c'est pour ça que je dis qu'au niveau du système, on devrait réformer un peu les choses, hein. Ben, ou alors il y a plusieurs choses. Moi, je dis aux personnes, je dis: «Vous prenez le diagnostic, on a besoin du diagnostic, mais vous Mmh, rejetez le pronostic. Vous rejetez ce pronostic». très bien. Alors en cancéro, de plus en plus d'oncos ne donnent plus de ils se sont rendus compte de ça, Mmh. qu'en faisant un pronostic, bah, les gens, bah, ils se conformaient à ça. Le cerveau, il imprimait 9 mois et au bout de 9 mois, hop, terminé, la personne était pas et ça, c'est Je sais pas si tu as vu le film de Lelouch, Homme-femme, mode d'emploi? ah non, C'est avec non, j'ai pas vu. Lucchini, Bernard Tapie. En fait, c'est l'objet du film. OK, C'est-à-dire que c'est une vengeance de relation entre une femme et un homme, et cetera. Et en fait, l'idée, c'est de dire à quelqu'un qui est condamné, qu'il est plus malade, ouais et dire à quelqu'un qui a quelque chose de bénin que c'est une maladie mortelle, il lui reste quelques mois. et ouais. Et en fait, celui à qui on a dit que c'était mortel, qui était pas malade, meurt. Et C'est ça. celui qui devait mourir, qui avait quelque chose, on lui dit qu'il est en rémission, c'est fini. En fait, il survit. C'était Ouais, Lucchini et Bernard Tapie. ouais, Le ouais. film illustre exactement ce qu'on est en train de dire. Ouais, c'est ça et c'est là qu'on voit aussi la puissance de la programmation, de la puissance de notre cerveau et de pas mettre d'intention, pas mettre d'intention. L'univers, il va te donner ce que tu veux, hein. Si tu veux Oui, me si tu dis: «Voilà, mon père, il a eu un cancer des poumons, je vais mourir d'un cancer du poumon» et que tu passes ta vie à répéter ça, bah, tu auras un cancer des poumons. C'est tout à juste fait. je le dis d'autant plus qu'il y a quelques mois, j'ai perdu, un collègue que j'aimais beaucoup de ça. Grand fumeur et il a toujours dit: «Mon père est mort de ça, on a le cancer du poumon dans la famille». Ben voilà, l'univers a exaucé ses vœux.
il est parti très vite et il n'y avait pas moyen de modifier son regard, enfin de l'aider à avoir un Mmh, autre point de vue sur les choses. mmh. Et le corps médical, c'est pareil. Enfin, toi, tu dis, les gens sont faibles d'esprit. Je ne sais pas si c'est le mot ju tu as certainement raison, mais en même temps, ce que je voudrais tellement, ce serait que le corps médical, ait un peu plus de modestie. C'est-à-dire simplement dire: «On ne sait pas tout, Non, mais attention, on ne quand je dis sait ça, pas». c'est pas pour insulter les gens, hein, c'est pas pour, Non, non, pas c'est du pas une tout. critique, hein. Mais je sais Quand je que dis les faible, si tu veux, quand je dis faible, c'est quoi? C'est concrètement, des gens qui ont porté un masque chirurgical sur une plage déserte, contre un virus ouais, ouais. imaginaire. À un moment Oui, donné, oui, voilà. c'est Oui, ça oui, des gens d'accord. faibles. Oui, oui. Ou des gens qui roulent avec des motos, ici au Colorado, j'en vois beaucoup, sans casque, Mmh. avec un masque chirurgical dehors. Quel est le premier risque quand tu roules sur une moto? C'est de te casser la gueule, donc vaut mieux avoir un casque, hein, tu vois? Et c'est des fous et donc un peu Ouais, faibles, c'est-à-dire qu'on leur a dit une connerie, ils l'ont avalée telle quelle, ils mmh. l'acceptent comme une vérité Ouais, c'est pour ça. ça. Et puis il y a des gens, quoi qu'il arrive, ils vont contester. Non, Mmh. voilà. Et ça, Mmh. c'est du 1000 grammes, hein. Mmh. C'est 80-20, ça. hein. L'expérience de 1000 grammes, faut aller la lire, hein, c'est pas Mmh. nouveau. On sait très bien qu'il y a 80% de gens faibles, Ouais, ouais, ouais. soumis et 20% qui vont résister quoi qu'il arrive. Voilà. Oui, ou Donc qui au moins vont interroger, vont être les critiques, vont 20%, on va poser les des sauver parce que questions. les Ouais, 20%, de ça. toute façon, ils vont faire quelque chose. Mais les Mmh. 80%, il faut réformer le système pour les aider. Il faut Ouais, que c'est ça. le système soit un peu plus humain, un peu plus avec un peu plus d'humilité, quoi. Mmh. Mmh? Et le corps médical, ils sont tellement enfin, c'est des super égos, ils sont tellement suffisants et ils sont tellement à rejeter tout le reste. Enfin moi, je suis tellement fâchée contre eux, Alors j'ai beaucoup de respect pour pour certains pratiques. J'ai été opérée de plusieurs fois, Ah oui, les j'ai eu beaucoup de chirurgiens, c'est de l'horlogerie, hein. j'ai du respect pour les chirurgiens, j'ai du respect, voilà, pour certaines la médecine urgentiste, celle qui va te ramener à la vie quand vraiment tu es mais sinon dans la médecine, voilà, la prise en charge rhumato ou médecine ah purée, mais au lieu de dire: «Ben, ouvrons un peu, tiens, si on pouvait compléter par un peu de ça, par un peu de ça», enfin, je sais pas, et ça, du coup, à chaque fois que je dois passer la porte d'un médecin, j'arrive déjà le sourcil en l'air et je leur dis: «Écoutez, je suis pas du tout une patiente sympa, il va falloir que vous coopériez, il faut me parler, vous me parlez parce que, c'est mon corps, c'est ma santé, donc vous me parlez». Et là, l'endocrino que j'ai rencontré qui est plutôt pas mal, et qui est pas invasif, il a compris, donc quand il m'a expliqué un truc, je lui dis: «Puis en français, c'est possible?» Parce que moi, je suis capable de comprendre la physique nucléaire, mais il faut me parler calmement, quoi, hein, tu vois? Et pas avec un vocabulaire, qui va déjà te montrer que tu es derrière la tu es bête et que tu as pas fait 10 ans d'études. Bref. Donc lui, il a compris. Mais c'est vrai que j'ai très peu de médecins avec qui je peux m'entendre, moi, parce que, Mmh. heu, parce que je supporte pas qu'on me prenne de haut. C'est ma santé, merde. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mon Alors j'ai corps, mon laissé des choix et responsabilité. Oui. c'est ça, j'ai laissé je sais pas, des milliers d'euros dans ma santé, mais ça, c'est plutôt OK, c'est de ma responsabilité, c'est OK. Mmh. Finalement, l'ALD m'a jamais rien remboursé. Enfin, un peu de kiné à un moment donné où j'étais très, très raide, donc j'ai eu la chance d'avoir quelques kinés qui faisaient pas vraiment de la kiné, mais un peu d'ostéo pour garder de la souplesse. Alors le sport chez moi, ça a toujours été, avant d'être malade, j'ai toujours été en surcharge pondérale, donc ça aussi, j'ai eu 30 kilogrammes de plus qu'aujourd'hui. Mmh mh. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est lié à mon histoire, à rapport à la mer et cetera et j'ai perdu ces 30 kilogrammes, je les ai pas vraiment repris, même si je me traîne encore un 7-8 qui m'embête. Bref, rien à voir avec une époque. Donc pas de sport, des ménisques flingués, je savais pas ce que ça voulait dire courir. Même au collège, je m'arrangeais pour tomber au départ du cross pour être sûre de pas faire le tour parce que je supportais pas. Bref. Et j'ai découvert le sport, donc Jean-Brice, formation de naturo et puis Jean-Brice, c'est quand même quelqu'un d'un peu direct, où je lui disais: «Ouais, moi, je peux pas faire ce sport». On m'a toujours en plus, on m'a mis dans une bulle. Les médecins m'ont dit: pas de sport, pas de cheval, pas de moto, pas de». Alors, à la naissance de mon deuxième fils, j'ai passé le permis moto. Alors ça a fait hurler tout le monde et je leur ai dit: «Allez vous faire foutre, j'ai envie de passer mon permis moto, putain, je sais pas». Donc j'ai passé mon permis moto, je voulais faire du cheval, on m'a dit: «Ah, tu peux pas faire de cheval». On me mettait dans une donc j'ai fait du cheval. Évidemment, j'avais hyper mal les jours d'après et cetera, mais c'est pas grave, je faisais. Et par rapport au sport, je j'ai pas du tout mesuré, du tout, ce que ça pouvait représenter dans la vie, le sport et ça, c'est vraiment avec la formation de naturo et un Jean Brice qui me disait: «Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire?» Et puis à me parler un peu mal comme ça, comme il sait faire comme ça et ça marche bien chez moi finalement parce que je me suis dit: «Mais c'est vrai, qu'est-ce qui m'empêche? Mais je savais pas par où commencer parce que et j'ai pris un coach, un ancien joueur de foot, professionnel, de l'équipe de Strasbourg qui est devenu maintenant coach, qui est juste une merveille et ce gars, il est parti de zéro. Alors du coup, j'ai embarqué mon chéri dans l'histoire parce que lui aussi, c'était un peu une flemme et on a démarré avec lui de zéro et aujourd'hui, je cours. Non mais je sais pas si tu imagines. La première fois que je me suis mise à courir 350 mètres sans m'arrêter,
le coach, il s'appelle Pacho, il me crie dessus, il me dit: «Katia, tu cours!» Et je me suis arrêtée, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit: «Putain, je cours et j'ai pas mal». Et j'ai fait un 5 kilomètres là, il y a quelques mois, mais moi, c'est mon Everest à moi. Mmh. C'est mon Everest à moi. Et là, j'ai cours tout à l'heure à 20h, j'ai hâte d'y aller, je suis inscrite à la salle de sport. J'ai envie de faire de la danse, pas reprendre, j'ai jamais fait de sport, de faire de la danse et j'ai envie de j'en sais rien, enfin, tu vois? Maintenant j'habite mon corps à 52 ans, alors que c'est normalement à 20-30 ans que tu l'habites comme ça. Mais à l'époque, il était malade, il était souffrant. Donc j'ai un corps, je suis bien dans mon corps comme j'ai jamais été. Donc il y a une espèce d'urgence à revivre la vie là, alors que je sais que j'ai aussi 52 ans, bon bref. Mais je sais aussi qu'on peut très bien vieillir, ça c'est la, Mmh. la morale de la formation, c'était vraiment ça. Tu es pas obligé de vieillir avec, tes hypertenseurs, tes bas de contention et ton arthrose au genou, hein. Ça c'est bullshit et on peut faire autrement. Et ça, j'ai bien compris. Donc j'ai bien l'intention de vieillir en bonne santé, si ça peut se dire comme ça, tu vois? Mais après, j'ai des petites choses liées à la morphologie, comme dit la préménopause. Là, je découvre les bouffées de chaleur, c'est tout à fait intéressant, pas du tout agréable. Un petit peu la thyroïde, mais d'une manière générale, par rapport à de là où je viens, je vais super bien. Je vais Mmh. vraiment super bien. Mais je continue le thérapeutique. Je continue parce que je crois beaucoup au fait de déprogrammer des choses, à des choses qui sont, je crois beaucoup à ça. Je crois à la complémentarité de l'alimentation, de la prise en charge, psycho-émotionnelle en fait et l'alimentaire et le sport. En fait, c'est les 3. C'est pour moi, Ah mais mais ça ça, l'un va pas l'un sans l'autre pour je moi. te rejoins à 100. D'ailleurs, Mmh. il y a le docteur J. aussi que j'ai interviewé, qui est une amie, pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, une pionnière de la cancérologie et le régime cétogène en France. Elle a publié encore un petit webinaire il y a pas très longtemps, sur, l'aspect émotionnel du cancer. Ouais. Concrètement, à un moment donné, les cancérologues sont pas idiots, enfin je parle de ceux qui ont un cerveau, qui pensent comme Mmh. elle. C'est quelqu'un de brillant, le docteur J. aussi en France, qui mériterait beaucoup plus de reconnaissance. Mmh. Je pense que comme c'est une femme et qu'en plus elle est noire, Mmh. elle doit subir une forme de discrimination de la part du système. Mmh. Ça serait bien que ça change parce qu'elle est vraiment très compétente, certainement beaucoup plus que d'autres hommes blancs qui passent très bien à la télévision. Voilà, elle mériterait vraiment, enfin, en tout cas, toute mon amitié, tout mon respect. Elle a fait un webinaire sur donc l'aspect émotionnel du cancer et l'impact en fait. Et concrètement, les cancérologues, ils ont vu plein de choses. Ils ont vu, Mmh. par exemple, que quand ils font discuter leurs patients, au moment du déclenchement du cancer, il y a très, très souvent un gros choc émotionnel. Ouais, Ça peut être c'est un ça. décès, le décès d'un proche ou dans une entreprise, vous avez été vraiment maltraité, burn-out, et cetera, le Mmh. décès d'un enfant, des gros Mmh. problèmes financiers, et cetera, qui vous ont vraiment mis dans un état de stress immense, Mmh. qui à un moment donné va dégrader votre système immunitaire et laisser passer des cellules cancéreuses que normalement le Mmh. système immunitaire s'occupe, pour faire simple. C'est ça, Je vais c'est rester ça. dans un langage compréhensif par tout le monde. Oui. Mmh. Le système immunitaire, en fait, c'est un rempart contre les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, c'est-à-dire des cellules imparfaites, défectueuses, vous en faites tout le temps. Mmh. Oui, Et le oui. système Ouais, ouais. immunitaire est là pour s'en occuper. Si vous baissez la garde de votre système immunitaire pour une raison X ou Y dans votre vie, bah, le cancer va Mmh. proliférer. Et C'est quand ça. les cancérologues, avec des décennies d'expérience, se rendent compte de l'impact de ça, bah, Mmh. ils ont moyen d'en faire une conférence et d'en parler. Bien sûr, bien sûr. En décodage, on dit que le corps va biologiser une maladie Mmh quand on vit un stress et un surstress mh. dans la durée, sans solution et Oui. seul. Et Mmh donc mh. si le surstress dure trop longtemps, sans solution et tout seul, et ben, à un moment donné, pour faire baisser la pression de ce stress, il biologise une maladie. Mmh. Quelle qu'elle soit. Et donc d'où l'intérêt qu'après un choc, quand le choc est identifié, hein, des fois Mmh. il y a des chocs très identifiés et tu en as d'autres, c'est des micro-chocs. Moi, dans mon cas, ma Mmh. spondylarthrite, c'est le résultat de plein de polytraumas qui se sont Mmh. accumulés, mais pas un seul. Mais des fois, il y a des gros chocs. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui vivent un attentat ou tout de suite, il y a une cellule psychologique, tout de suite, on sait que mettre des mots et déchoquer va Mmh. éviter de biologiser à terme Oui, tout à fait. un problème. Donc là, Mmh. il y a quand même une petite avancée. Donc ça, c'est intéressant quand, mais c'est vrai que le burn-out, mon chéri Mmh. récemment a eu, des déboires au boulot et en plus il parle pas beaucoup, enfin beaucoup moins de moi, je parle pour 2 moi, donc voilà, j'en ai choisi un silencieux donc mais en même temps ça le dessert parce qu'il aurait besoin vraiment de mettre des mots et c'est difficile chez lui, c'est pas et il est dans un sur donc là, il a quitté son boulot, il est en phase de repos, il va essayer de retrouver un nouveau boulot parce que de toute façon, c'était n'importe quoi son truc. Mais
il aurait pu très bien avoir le profil, à un moment donné, biologiser quelque chose. Ouais, Tout à clairement, fait, clairement. tout à fait. Je vais donner un exemple vraiment très, très aigu, extrême, pour que les gens comprennent ce que ça peut être. C'est le syndrome du cœur brisé. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils l'ont appelé comme ça, syndrome du cœur brisé. Un immense choc émotionnel, généralement lié à une rupture, qui Mmh. va jusqu'à l'arrêt cardiaque. Ouais, Donc, tu vois, le cœur ouais, symbolique, métaphorique, et puis le cœur biologique, en fait, sont liés parce que un choc émotionnel sur une rupture amoureuse va jusqu'à provoquer un arrêt cardiaque chez la personne. C'est un ouais, syndrome très connu, documenté scientifiquement. On sait comment il fonctionne. C'est notre capacité de nos émotions à impacter notre biologie. Hein. Ça va ouais, loin. Voilà. ouais, ouais, c'est vrai. Donc c'est Mais sérieux, oui, c'est oui, pas ésotérique ce qu'on dit là. Hein. ça, moi, j'en suis hyper convaincue, quoi, et hyper convaincue. J'aimerais tellement que les personnes le soient un peu plus, pour se prendre plus en main et ouais, bon. Oui, oui, mais même les médecins, parce que les médecins sont encore ignorants là-dessus, si tu veux. Ah oui. Quand on voit par exemple l'annonce d'un cancer qui peut, je l'ai vu de mes yeux, comment ça peut se faire. T'imagines des gens seuls, etc. Moi, je l'ai vu avec ma mère, par exemple. Mmh. Vraiment. Mmh. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que je vais dire. Mmh. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux et que tu vois que cette personne, d'un coup, n'a plus envie de vivre, Mmh. c'est radical. Hein. Ouais, Et ces personnes-là, en fait, tu peux rien faire au niveau rémission, guérison. À partir du moment où le patient a décidé de baisser les bras, c'est fini. Hein. ouais, La science, elle fera rien pour vous. Tous les meilleurs traitements du monde, ils marcheront pas. Hein. ouais. Et donc, c'est pour ça que cet aspect émotionnel, je suis comme toi, je partage vraiment ton avis. Je pense qu'il est sous-estimé dans la Mmh. rémission, la guérison et dans la capacité à déclarer des maladies. C'est ça. Et la façon dont on l'annonce, je me souviens la spondylarthrite, j'étais toute seule à l'hôpital là, puis les résultats étaient arrivés, puis je tombe sur un espèce de badawan, en rhumato là, je sais pas, qui me dit: «Oui, alors vous avez une spondylarthrite ankylosante». J'ai dit: «Une quoi?» J'ai ah déjà pour moi c'était Le le terme est mot. barbare. J'ai dit: «Vous l'écrivez comment?» Et il me sort un prospectus qui s'appelle «Spondylarthrite ankylosante» en 100 questions. Et il me jette ça dans la tronche et il me dit: «De toute façon, bon voilà, va falloir apprendre à vivre avec, c'est sûrement évolutif, ce sera pas super et cetera». Et puis salut, et je me retrouve dans la bagnole toute seule, j'appelle Hervé, enfin c'était mon chéri, et je lui dis: «Écoute, j'ai une j'arrive même pas à le prononcer au début le truc, j'ai jamais entendu parler de ce machin. Et je commence à lire le truc qui est catastrophique au possible, hein. Les 100 questions, je les ai tous lues, hein. Donc là, ça si j'étais rentrée dans ce machin, alors je suis rentrée dedans 10 ans, hein, vu que j'ai déprimé pendant 10 ans avec ce mais il t'annonçait que des catastrophes. Mais la Mhm. façon dont il me l'a dit, cette espè je lui en veux. Mais et je suis sûre que là, j'ai programmé l'intensité de la maladie aussi. Vu que de toute Tout à façon, il fait. m'a dit: Ça n'ira pas mieux, c'est évolutif, voilà, après ça va monter dans le haut du dos et vous allez finir toute raide, position du skieur, je sais pas quoi là». Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est ces conneries là?» Enfin, et ben ouais, voilà, hop, tiens, prends-toi ça dans les gencives et salut quoi. T'imagines, les gens, la violence du truc, on te Mais dit que oui, tu as une mais oui, maladie irréversible, ça va se dégrader. Voilà exactement comment ça va se dégrader en fait. Tu as ton avenir sans question dans les 10 prochaines années, il va falloir que je gère avec ça. c'est ça. Déjà, on ancre dans ta tête le Ouais. plan. Ton Mmh mh. avenir, les 10-15 prochaines Mmh. années, c'est douleur, handicap, perte d'emploi, pas d'argent, Mmh. pauvreté, misère, MDPH. MDPH, voilà, Ouais, total. Tu ouais, ouais, vois? c'est ça, Et, exact. heu, et c'est fou parce que euh, maladie auto-immune, pour moi, il y a rien de plus simple. Mmh. Et je vais en faire, enfin, s'il y a des médecins qui m'écoutent, ils vont avoir les cheveux droits sur la tête. Il y a rien de plus simple. Mmh. On a un système immunitaire qui est CD4, CD8, TH1, TH2, TH17. TH1, TH2 en équilibre. Mmh. Quand il est déséquilibré, TH17. On a toutes les populations de TH17, A, B, etc. Mmh mh. Si on fait une analyse sanguine qu'on ne peut pas avoir en France, Mmh. il faut l'envoyer au Luxembourg, en Belgique, etc. Parce Mmh. qu'il y a juste certains hôpitaux universitaires qui font ça, qui ont une analyse lymphocytaire différenciée. Et on a la totalité des TH17 avec les espèces, la quantité, etc. Ça, c'est la signature de toutes les maladies auto-immunes, sans Mmh. exception. Tu as Mmh. un Crohn, tu as une Mmh. thyroïdite d'Hashimoto, même chose. Mmh. Elles fonctionnent toutes de la même manière. Les Mmh. maladies auto-immunes, c'est un déséquilibre du système immunitaire. On sait quelle population, on sait les mesurer et on sait les inverser. Mmh. Il y a des micronutriments très spécifiques à manger. Il y a un régime alimentaire cétogène qui est là pour vous. Mmh. On sait inverser ça. C'est-à-dire qu'on sait mesurer l'état de départ, on sait intervenir avec de la nourriture, des suppléments,
peut-être quelques arbitrages dans le mode de vie et réduire ça pour les retrouver dans la norme. Oui. Et c'est exactement le gros business de tous les traitements pour les maladies auto-immunes, qui sont des immunosuppresseurs, qui viennent réduire TH17, mais avec une molécule brevetée. Ils rapportent beaucoup d'argent. Tu vois ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment con. C'est vraiment simple. Et Bah, aujourd'hui, si on raconte aux personnes qui peuvent guérir avec l'alimentation, je veux dire, le lobby pharmaceutique, enfin, tu vois, je veux dire, ma santé, personne s'en fout, enfin, tout le monde s'en fout de ma santé, je veux dire, c'est le fric que les gens peuvent se mais faire avec un ça. naturopathe bien formé inverse toutes les pathologies auto-immunes. Hein. C'est ça, la Tu n'as bouffe. pas besoin d'avoir fait 50 ans d'études, ou tu n'as pas besoin de molécules très coûteuses. Il faudrait faire cette analyse, ça coûte un billet de 1000 quand même. Il faudrait faire cette analyse, c'est une photo de départ. Après, on intervient, et puis éventuellement, tous les 6 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, on contrôle et on voit ce qui se passe, et on supprime la maladie auto-immune. On régule, on retrouve un système immunitaire équilibré. Il est juste déséquilibré, en fait, c'est tout. Mais la question de savoir après pourquoi c'est déséquilibré, c'est là que je pense que le psychologique intervient, tu vois. Ah oui, non, Parce que mais je ne tout le monde, conteste pas, tu as un déclencheur, bien sûr. en Alors, plus, tu vois, en plus. il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, on sait très bien qu'aujourd'hui, une grande partie des maladies auto-immunes ont pour origine l'intestin. L'intestin, hyperperméabilité intestinale. OK, très bien. Ça veut dire que des grosses molécules rentrent dans la circulation sanguine alors qu'elles ne devraient pas. OK, ça, c'est l'aspect mécanique du truc. La question de savoir, c'est pourquoi j'ai une hyperperméabilité intestinale. Alors, ça peut être des problèmes de nutrition, mauvaise nutrition, mais ça peut être aussi un gros stress. On sait très bien qu'un stress aigu induit une hyperperméabilité intestinale. Par exemple, un marathonien, à la fin de son marathon, il a une hyperperméabilité intestinale. Tu vois ? Parce que c'est quelque chose de dynamique qui se règle très rapidement. Et un stress aigu, donc on en revient à ce que tu disais, sur l'aspect émotionnel des choses, impacte directement notre perméabilité intestinale. Ouais. Donc on peut relier événements dans la vie, hyperperméabilité intestinale, déclenchement de maladie auto-immune. C'est ça. C'est pas si compliqué. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de dire là, aucun médecin va vous l'expliquer. Alors que si vous allez sur PubMed, que vous farcissez quelques centaines d'études, vous allez tomber à la même conclusion que moi. C'est pas caché. C'est déjà scientifiquement documenté tout ça. Oui, mais ça, aucun médecin vous le dira. Et des fois, quand on essaye moi, j'ai croisé quelques personnes qui m'ont appelé dans le cadre de spondylarthrite ou de polyarthrite évolutive. Bon, ils avaient envie de chercher déjà, mais quand on discute d'autres chemins possibles à quelqu'un qui n'est pas ouvert, le médecin, non, je vois un rhumato, c'est bon. Voilà. Oui, parce qu'on les a installés dans « vous avez vu un médecin, il est compétent, c'est la blouse blanche, vous avez une maladie incurable, donc c'est incurable, pourquoi essayer autre chose ?» C'est ça. Ça se saurait si c'était curable. Ouais. Et ça, j'avoue que des fois, ça me met en colère. Parce que je trouve que c'est gâchis. C'est tellement gâchis. Il y a tellement de gens qui souffrent. J'ai croisé l'autre fois un ancien maghrébin, comme ça, un peu sur la retraite. Et puis, j'avais un chien qui boitait, qui est un peu sur la fin de sa vie. Et il me dit, il a de l'arthrose. Je dis, oui, elle a de l'arthrose. Elle me dit, de toute façon, l'arthrose nous guette tous. Moi aussi, j'en ai au genou, là. Je lui dis, mais pourquoi la programmation. Il y a de l'arthrose. De toute façon, le docteur, il a dit, il y aura de l'arthrose. Alors qu'on peut avoir de l'arthrose et inverser l'arthrose. Est-ce que c'est juste de dire que notre organisme se renouvelle complètement au niveau des cellules en 7-8 ans? C'est juste ça, de dire ça? Il y a des cellules, il y a des organes, des cellules qui sont renouvelées tous les 2-3 jours. Et puis, Ouais, les mais plus la lentes, oui, totalité peut-être? Ce bah, serait 7 ans, ce serait oui, mais juste? enfin, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que si tu attends 6-7 ans, tu as des organes, ils vont s'être renouvelés 2000 fois, quoi. Oui, Voilà. mais si on veut dire Oui, la totalité, les cellules osseuses, etc., qui sont ça, plutôt c'est juste relativement pour dire lentes. ça, je crois. Oui, bien sûr, tout à fait, oui, tout à fait. Faut pas croire en fait qu'on est figé et que l'os que nous avions à l'âge de 12 ans, c'est le même os que nous Voilà, avons c'est à ça. 52 ans. En fait, c'est un Ouais, c'est autre ça. os. Il a été C'est ça. détruit. Nous avons par exemple pour les os, nous avons 2 types de cellules, les ostéoclastes et les ostéoblastes, qui sont en activité en permanence, donc des cellules qui détruisent de l'os et des cellules qui construisent de l'os. En fait, on a un marteau-piqueur qui défonce l'os en permanence, et de l'autre côté, un maçon avec une truelle qui est en train de remonter l'os. Tout le temps, toute notre vie. Et donc, selon si on active un peu plus les uns ou un peu plus les autres, soit on va faire une ostéoporose, on va pas avoir assez d'os, ou soit de l'autre côté, on va avoir une grosse densité osseuse, qu'on a fait beaucoup d'os. Et donc, tout ça, c'est renouvelé en permanence. Mais quand tu dis ça aux gens, ils ne te croient pas. Ils disent, mais c'est Ça, connerie. c'est la base de la biologie humaine. C'est documenté.
Les Ouais. cellules de pancréas, par exemple, se renouvellent en quelques jours. Bon, voilà, ça dépend des cellules qui ont un rythme de vie différent. Mmh. Mais c'est là que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est la base de mon approche. Toutes les pathologies, à un moment donné, détruisent des tissus. Mmh. Donc, étape numéro 1, on arrête de détruire. Mmh. Quand on a une Détruisent, maladie. alors elles détruisent, elles creusent ou elles font de la masse, les pathologies? Il y a des pathologies qui font de la Oui, par masse, exemple, d'autres qui le cancer va faire de la oui, oui. masse. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand tu as, je sais pas moi, un diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune qui touche le pancréas, qui touche les îlots pancréatiques qui produisent l'insuline, tu as une destruction des îlots complète. Mmh mh. Et si tu laisses proliférer la destruction, tu vas jusqu'à une production nulle d'insuline. Tu as détruit C'est le ça. tissu. Terminé. Donc, Ouais. c'est mon approche. Quand tu as ce genre de pathologie, objectif numéro 1, arrêter la destruction. Mmh. Objectif numéro 2, reconstruire. Il n'y a pas de Mmh. différence entre un diabète de type 1 et l'arthrose. Hein. Mmh. L'arthrose n'est pas une maladie auto-immune. Le diabète de type 1 en est une. Mais tu arrêtes la destruction des tissus. Par exemple, pour l'arthrose, tu arrêtes. Donc, Mmh. tu vas passer sur un régime cétogène. Tu vas arrêter d'avoir une alimentation inflammatoire qui va détruire tes tissus. Et Mmh. puis, tu amènes en particulier les micronutriments nécessaires pour reconstruire. Et c'est Mmh. comme ça qu'on a une inversion d'arthrose. Tu as des arthroses Mmh. de grade 3 à 4. Il y a déjà plusieurs témoignages sur notre chaîne inversés grâce au régime cétogène. 8-10 mois. Moi, je l'ai Ouais. fait avec mon propre poignet. Mmh. Ça se fait. Alors que tu vas voir n'importe quel orthopédiste, même qualifié. J'ai connu des gens qui étaient vraiment des génies, hein, orthopédistes, professeurs d'orthopédie. Les Mmh. gars le plus qualifié au monde, il fait des congrès dans le monde entier pour des innovations sur ces opérations. Et il te Mmh. dit tranquillement, ça c'est irréversible. Hein. Ouais, Dans c'est ça. 15 ans, dans 20 ans, vous venez me voir, on bloque l'articulation. Voilà. Ouais. Et je suis la preuve qu'il avait tort. Pourtant, Mmh. j'ai un respect immense pour lui. C'est un des plus grands orthopédistes du monde. Et ce qu'il fait, Mmh. c'est génial. Mais en Mmh. termes de nutrition, il n'est pas compétent. Mmh. Voilà. C'est comme ça. Ouais. Ouais, Mais ouais. on peut faire, on peut faire. Il y a beaucoup de Bien choses. sûr, moi j'en suis sûre que l'alimentation, c'est d'abord, après c'est un vrai défi, hein, l'alimentation. Là, j'ai réussi enfin à trouver, une exploitation en Normandie où je fais venir des steaks où il y a dedans du foie et du cœur. Mhm. Donc c'est vraiment une traçabilité. Alors tu vois, c'est l'histoire de la qualité, c'est l'histoire du coût. J'essaie de passer la famille un peu à ça. Bon, Hervé, il est en low carb essentiellement. Les garçons, ils voient bien ce que je fais, mais quand ils font régulièrement un repas, uniquement, cétogène ou carnivore, mais bon, après ils ont 19-22, j'y suis venue parce que j'étais malade finalement. Est-ce que j'y serais venue si j'étais pas malade? J'en sais trop rien en fait Je aujourd'hui. pense pas. Mais en même temps, mine de rien, heu, ça régule les humeurs, ça aide à la concentration, ça améliore le sommeil, et d'une manière générale, j'ai une énergie que je n'avais pas du tout avant, Mhm. et je mange pas le matin. Donc je suis passée en jeûne, intermittent. Ça me réussit plutôt bien. Je faisais partie de ces gens qui disent: «Quoi, le petit-déj? Non, pas question, pain, beurre, confiture». Enfin, en plus, ma mère est allemande, donc c'est confiture allemande, et puis, en fait, je survis très, très bien sans, et j'ai plus faim avant le midi le lendemain. Donc avec une acuité intellectuelle vive, je travaille le matin alors qu'avant c'était gros petit-déj 6 heures, 10h30 pouf, fringale, enfin c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Et après c'est la qualité. Là où j'ai plus de mal, c'est de manger ce qu'il faut en gras, enfin la quantité de graisse. Là, j'ai plus de comme j'ai couru après mon poids toute ma vie, quand il y a trop de gras, c'est difficile chez moi. Donc j'ai beaucoup de Oui, je viande, comprends. Mais il beaucoup faut le faire intelligemment, c'est-à-dire faut ouais. pas se forcer, il faut choisir des sources de lipides que tu aimes. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas de problème à manger des steaks, 50% de graisse, 50% de muscle, d'autres, ils n'y arrivent pas. Eh Mmh. bien, il faut peut-être aller sur des choses différentes. De la crème fraîche, par exemple, tu peux faire des panna cotta. C'est tout bête, mais tu fais une Mmh. panna cotta, c'est gélifié, la texture, tout ça. Pourtant, c'est de la crème dedans. Mmh. Hein. Il y a des choses relativement faciles à utiliser pour contourner certains problèmes de goût, quoi. Oui, 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 mais c'est vrai que ça demande déjà un peu de bon, maintenant ça va, je commence à avoir, je suis relativement douée en cuisine, pas en sucré, je suis pas très douée par rapport à ça, mais au niveau alimentation, c'est aucun problème. Au restaurant, n'importe où, je veux dire, c'est viande, légumes, terminé, tu enlèves les frites et tu mets de la salade à côté, ça va bien. Donc tout ça, c'est plutôt OK. Là, le point de faiblesse chez moi, c'est encore le pain, Mmh. heu, parce que je le trouve trop humide. Donc faut le griller, regriller, enfin voilà, des fois c'est des petites choses, mais je sais que, là j'ai reçu de nouveau depuis une petite semaine,
Donc je suis hyper constipée, voilà, super. Voilà. Ça va avec à chaque fois que je reprends complètement le cétogène, c'est Attention, la première source de constipation, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a plein d'origines, hein, mais la première, qui est 80% du temps, c'est le problème de sel, pas assez de sel. pas assez. Pas assez. C'est-à-dire à partir du moment où tu as une perte relativement importante d'eau, tu perds du sodium, bim, constipation. Donc, il faut ramener plus de sel, quitte à après à le réguler. C'est-à-dire que peut-être tu vas être à 15 grammes de sel par jour, total, hein. Si tu as de la charcuterie, genre un jambon salé, des fromages salés ou des choses comme ça. Je parle du total. Pendant quelques semaines, le temps que ça se régule, puis après, tu vas peut-être redescendre à 12 grammes, 10 grammes de sel et ça va très bien se passer. Et les Ouais, problèmes de constipation, ça, c'est 80% du temps, c'est un problème de sodium. Après, OK. si ça, c'est évacué, que c'est pas un problème de sodium, ben, ça peut être peut-être un problème de magnésium, un problème de potassium, mais c'est souvent, quasiment tout le temps, électrolyte. Donc, le problème Ouais, c'est ça. des minéraux. Ouais, ouais. Ouais. Mais je fais pas de keto flu là, du tout, non plus, parce que je sais aussi qu'il faut augmenter la dose de sel. J'ai Oui, mais le keto flow, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont raconté n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas ouais, passé un peu de temps sur. Mais c'est extrêmement simple en fait. C'est oui, bien documenté depuis Atkins, ces années 70. Donc tu perds relativement beaucoup de poids les 15 premiers jours de cette induction. C'est à 90% de l'eau. Tu vas perdre des minéraux. Bon. Le sodium est vital à court terme pour le corps humain. Quand je mmh, dis court terme, on parle d'heures ou de minutes, hein. mmh Si tu mh. meurs, si tu as un problème de sodium, hein, tu as le célèbre syndrome à la fin d'un marathon, par exemple, où tu auras été beaucoup déshydraté, les gens ont très soif, ils boivent beaucoup d'eau, il n'y a pas Mmh. assez d'électrolytes dedans, bim, ils font un arrêt cardiaque, hein. Enfin, c'est sérieux. Okay. Ouais, ouais, ouais. Hyponatrémie, ça s'appelle. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sodium est vital à court terme. Pour préserver ce sodium, les reins vont sacrifier du potassium. Mmh. Tu vas pisser du potassium. OK. Parce que quand il faut en sacrifier un, le corps il va sacrifier le potassium pour garder le sodium. Et en fait, tes vrais symptômes, c'est à cause de ça. Mmh. Donc, si tu as une alimentation cétogène relativement stricte en termes de micronutriments et sérieusement au niveau sodium, potassium, magnésium, calcium, parce qu'ils travaillent tous en binôme, il n'y a pas de problème. Si les gens ne font pas attention à leurs apports en sodium, ils vont sacrifier du potassium. Comme ils n'en ont pas assez dans leur alimentation, il y a une vraie perte, il y a un vrai déficit en potassium. Et là, tu as les syndromes du keto-flux. C'est ça. Mmh. Voilà, c'est tout. Mais Mmh. si tu fais vraiment juste attention au sodium, tu n'as pas cette perte de potassium, tu n'as pas de problème. Donc, pas d'hypotension, pas de mal de tête un peu comme congestionnée, Ouais, ouais. pas de problème de vertige, etc., etc. Mmh mh. Ouais, ouais. Et pas de problème de constipation. Ouais, bon ça il faut c'est là, c'est transitoire, mais je pense que ça va se normaliser, ça va se normaliser. Donc voilà, c'est vrai que moi je suis convaincue, je suis vraiment une convaincue. J'ai une collègue de travail, qui s'y est mise là, ça c'est chouette. Tu as Heu, réussi à convaincre quelqu'un par ton expérience, tes 2, mots, de ouais, 2 passer. Deux personnes. Ouais, personnes? ouais, ouais, 2 personnes. Bravo. Dont une qui était complètement végétarienne, qui a jamais mangé de viande de sa vie et à force de raconter, de ve et là elle y est et elle va bien, elle va bien. Alors juste par curiosité, une végétarienne qui passe sur un régime cétogène, omnivore, donc avec de la viande, elle devait avoir un objectif quand même. Elle est pas venue là par hasard. Le perte de poids? À perte de poids, OK. Donc elle Ouais. avait un problème de prise de poids, prise de graisse corporelle avec son régime, végétarien. Ouais, 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 OK. ouais, ouais. Ouais, ouais et puis elle a repris goût à la viande et après elle était un peu aussi elle fait partie de ces personnes, voilà, on mange pas les animaux, mais pas non plus une ayatollah. Donc ça deven tu vois? C'était possible et là, je trouve que c'est chouette de la voir, elle a plus d'énergie, elle est beaucoup moins, elle a plus d'énergie, hein, franchement, parce que sinon les Ah bah oui. gros végétaux, ils sont un peu mous, hein. Ça Et ça qui marche mangent un un s temps, ça marche un temps, puis avec les oui, années, oui. ça se dégrade. Ouais. Oui, c'est ça et puis elle me dit: «Oui, mais je mange plein de viande, protéines, végétales». Je dis: «Oui, mais c'est pas assimilable, ça marche pas». C'est tout, je veux dire, c'est l'assimilation. OK, tu peux manger autant de lentilles que tu veux et de pois chiches, ton corps il l'assimile pas comme il assimilera, un Mais en œuf, plus, ils sont pas capables, en fait. C'est-à-dire que le oui, volume nécessaire pour et venir compenser, déjà, il faut mmh croiser les aliments pour avoir tous les acides aminés et le mh volume nécessaire fait qu'ils ont même pas l'appétit nécessaire pour manger tout ça. et non, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et le Donc problème aussi, voilà c'est tout que pour 1 gramme de protéines, complètes, dans ce cadre, végétarien, il faut combien de grammes de glucides qui accompagnent? ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Parce que toutes ces sources de protéines sont aussi riches En glucides. en glucides. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais. Alors elle Et a elle a elle a le livre de Nelly, enfin elle le tient. Elle lit aussi pas mal de choses avec Marion Kaplan, qui croise aussi plein de choses, hein, et c'est ouais, ouais, c'est chouette. C'est chouette. eh ben, écoute, et ta deuxième collègue, c'était, pour un autre objectif? Enfin, la deuxième Pareil, personne, pareil. même Très, chose? très ronde, très, très ronde. OK. Quelqu'un de Mmh. très, très rond et là, elle dit aussi que ces syndromes de on fait la ménopause ensemble toutes les 2 visiblement. Elle dit que ça va mieux. Elle a moins de d'oscillations et elle commence là vraiment un peu, heu, bien perdre. Alors c'est pas encore, hyper rapide parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de régimes, donc je pense que son corps lui en veut. Il a de la mémoire. Et il est un peu résistant, je trouve, alors peut-être je suis pas regardé complètement dans son assiette comment elle fait, mais je pense qu'il est un peu résistant son corps. Mais ça vient, ça vient. Elle est plus jeune que moi, elle. Chaque fois que je vois ce genre de choses, c'est toujours un problème de mauvaise, conception du régime cétogène. Parce que les gens, ils ont un mode de vie, une façon de s'alimenter avec certaines choses qu'ils aiment et cetera. Ils passent sur un cétogène, mais leur mode de vie d'avant était déjà carencé Mmh. et ils arrivent à refaire un cétogène carencé. Mmh. Tu vois? C'est des choses bêtes, mais par exemple, si tu apportes pas les micronutriments pour que ta fonction thyroïdienne soit remplie, en Mmh. particulier, mais pas que, l'iode et le sélénium, bah, ça marche Mmh. pas, hein. Ça marche pas, ouais. Ça marche pas. Donc, Ouais. tu vas te retrouver en hypothyroïdie et tu vas pas comprendre pourquoi tu perds pas de poids. Donc, Mmh. alors bien sûr, tout le reste compte, la vitamine D, le zinc, le cuivre, le magnésium, et cetera, les protéines, la chronobiologie aussi, hein, le repas du matin, c'est pas un mythe, hein. En particulier pour la fonction thyroïdienne, c'est pas un mythe du tout. Mmh. Donc, des gens qui vont beaucoup manger le soir, mal digérer, du coup, forcément, comme ils mangent le soir, bah, ils ont pas faim le matin. Et pour la fonction thyroïdienne, pour la chronobiologie, c'est pas idéal. Vaudrait mieux qu'ils décalent sur un bon petit déjeuner le matin et beaucoup moins le soir. Voilà, c'est ce genre de choses en fait qui peuvent mettre en échec. Mmh. A priori, ce que je dis là, ça peut sembler comme des Mmh. détails, mais moi j'ai vu plein de gens vraiment avoir de vraies révolutions dans leur vie juste avec quelques petits changements comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est Bah, ça. la lumière bleue, par exemple. Le Oui. nombre d'emails que j'ai reçus depuis 10 ans qui me disent: «Alors là, moi, je fais tout bien. Le régime cétogène, je le fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je comprends pas. Je prends ma glycémie le matin, elle est à 110 Mmh. milligrammes. Je comprends pas. Je mange plus de glucides». Bon, et là, on commence à discuter et je me rends compte que la personne, elle mange à 8 heures le soir parce que son mari rentre à cette heure-là et que le Mmh. matin, elle a pas faim, et cetera. Et puis, elle s'endort à minuit ou 1 heure du matin en feuilletant sa tablette dans son lit. C'est Alors, je ça. commence à lui Ouais, ouais. parler de la lumière bleue, je commence à lui parler qu'à 22 heures, il faut dormir et qu'idéalement, si elle mangeait pas le soir, ça serait mieux, plutôt le Mmh. matin. Mmh. En 2, 3 jours, hop, glycémie à 80 le matin. 2, 3 jours, Ouais. de 110 à 80. Ouais. Ouais, Parce ouais. que le cortisol s'est régulé et parce que du coup, la glycémie du matin s'est normalisée. Mmh. Il y a eu aucun changement dans l'assiette en fait. C'est juste, on mange quand, on fait quoi le soir, on fait quoi avec la lumière. Voilà. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai que ça, je fais pas forcément, mais c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Mais le soir, moi, j'ai faim. Je trouve que c'est mon repas convivial parce que le midi, Oui, bien sûr, je comprends. c'est du céto rapido sur le pouce parce que je suis au boulot et le soir, c'est avec ma famille et voilà. Donc c'est sûr que mais à réfléchir, ouais, ouais, c'est clairement à réfléchir. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas un religieux, hein. J'explique juste les phénomènes qui sont un peu, qui manquent qui sont pas assez connus, pour que les gens puissent avoir les outils s'ils veulent vraiment atteindre leur objectif. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que je fais moi. Après, je suis pas un religieux, hein. Je comprends Mmh. très bien. Il y Mmh. a des gens qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller travailler. Il y en a, leur seul repas, c'est le soir parce qu'il y a les enfants, la famille, c'est ça où ils sont jamais ensemble. Je comprends tout ça. Mais à Mmh. partir du moment où on a un objectif thérapeutique Mmh. précis et qu'on veut l'atteindre, et Mmh. la chronobiologie, si on la néglige, c'est mort. Le sommeil, c'est mort. Mmh. Hein, j'arrête pas de le dire, hein. J'avais fait une infographie il y a 10 ans déjà, à l'époque où on alimentait notre page Facebook. Si on prive une personne de sommeil, si on prive une personne de nourriture ou si on prive une personne d'eau, la première qui va décéder, c'est celle qui est privée de sommeil, hein. Mmh. Le sommeil, c'est une vraie priorité. Ah, je croyais que c'était l'eau. C'est pas Ah l'eau? non, bah, tout le monde croit que c'est l'eau. Tout le monde croit que c'est l'eau, mais c'est le sommeil. OK, Le sommeil va te tuer. Et tu d'accord. sais de quoi tu vas mourir? Ça, c'est intéressant. Stress. Non, bah, stress, ça veut rien dire. Concrètement, le stress, il tue pas. Je Concrètement, sais c'est pas quoi qui alors, se passe? je sais pas. Eh bien, si on te prive de sommeil, tu vas mourir entre 11 et 12 jours. OK.
11 12 jours sans dormir et tu vas mourir de septicémie. Ah ouais, OK. Hypermobilité intestinale. Ton microbiote intestinal, il va dans la circulation sanguine Et il t'empoisonne. et il t'empoisonne. C'est ton microbiote qui te tue. Putain, OK. Voilà. Parce que concrètement, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui te tue. Hein. Bah oui, oui. Un vrai Quand on- conseil pour ses ennemis, ça. Ah bah si tu veux liquider quelqu'un discrètement, tu prives de sommeil pendant 12 heures, pendant 2 jours, je veux dire, et puis voilà, il est mort de septicémie, on sait pas pourquoi, voilà. Ouais, enfin, il faut une cave, putain, enfin, il faut de la logistique quand même, hein, c'est compliqué. Voilà. Bon, mais concrètement, c'est ça. Alors que, comme tu OK. l'as dit toi-même, beaucoup de gens pensent au d'abord. Non. Bah oui, oui, bah oui, oui. Alors, franchement, le sommeil, il est aujourd'hui sous-considéré, que ce soit dans le traitement contre certaines maladies, que ce soit dans le développement de nouvelles maladies, que ce soit dans le sport, ou qu'on se soit, enfin, pour plein de choses, le sommeil, il est pas assez considéré dans l'équation, Ouais, je suis d'accord. malheureusement. Ah ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, on a un vrai problème de désalignement chronobiologique de environ 1 à 2 heures selon les personnes. Ils se couchent trop tard. On est bourré de lumière bleue le soir. Lumière bleue, c'est les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, mais aussi toutes les ampoules à économie d'énergie. Mmh. Et la lumière bleue, c'est coucou, c'est le matin, faut se réveiller. Bah Quand tu ouais. te tapes ça à 23 heures, forcément, le cerveau, il comprend rien, lui, hein. Mmh. Tu es en décalage horaire permanent, en fait. Mmh. Ouais, mais Voilà. ça, je pense que ça va être un vrai problème pour les jeunes générations. Moi, Ah bah, je c'est je clair, c'est dors clair. pas avec ça, mais eux, ils dorment avec ça, ils l'ont même sous l'oreiller, enfin voilà. Mmh, Ça va être une catastrophe, ouais, bien effectivement. sûr. Tu as par exemple notre premier anti-cancer, qui est la mélatonine. Ouais. C'est le premier antioxydant du corps. Et il n'y a rien de vivant sur Terre sans mélatonine, hein. Mmh. Tu vois, beaucoup de gens te parlent de nouveaux traitements, anti-cancer, de nouvelles molécules, blablabla. On en a une qui est totalement liée à la vie sur Terre depuis l'apparition de la vie sur Terre. Ça s'appelle la mélatonine. Mmh. Il n'y a pas de végétaux sans mélatonine, il n'y a pas d'animaux sans mélatonine. Tout le monde en a, Mmh. partage tout ça. Et si tu veux supprimer la mélatonine pinéale, bah, tu exposes l'œil à la lumière bleue le soir et C'est tu n'as ça. plus de mélatonine. Et en plus, c'est encore pire chez les enfants parce que les enfants, en fait, ont un cristallin de l'œil plus transparent. Mmh. Et j'ai écrit un article qui a 7 ou 8 ans sur notre site, il est toujours en ligne, j'ai expliqué. 100% de suppression de mélatonine dans l'œil d'un enfant. Et chez un adulte, c'est à peu près 90%. Ah ouais, tu vois? Mmh. Voilà. Donc, tu as ta tablette, belle lumière bleue dans ton lit à 23 heures en train de lire. Mmh. Production de mélatonine pinéale la nuit d'après, 0 chez un enfant, 10% chez un adulte. Mmh. Tu C'est supprimes dingue, ton anti-cancer naturel. c'est dingue. Tu as vraiment 2 molécules qui sont un yin et un yang. Mmh. La vitamine D, produite le jour grâce à l'exposition aux UV, et la nuit, à l'opposé, la mélatonine qui La est produite mélatonine. justement dans l'obscurité. C'est Mmh. vraiment le yin et le yang, hein, la vitamine D et la mélatonine. J'avais lu une Ouais. étude qui avait parfaitement mis ça en évidence et présentait l'infographie yin et yang, vitamine D, Mmh. mélatonine, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est super. Mmh. Alors, peut-être en détail, on va parler de ton régime cétogène. Comment toi, tu t'organises? Tu dis que le matin, donc, tu manges pas, tu manges un petit truc le midi, gros repas le soir. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu manges en régime cétogène? De la viande, des produits de la mer, des œufs, fromage, pas fromage, légumes, pas légumes. Comment tu t'organises toi? Moi, j'aime beaucoup, la viande. Hier soir, j'ai fait un jarret de bœuf, là, un truc, gros machin, 1,8 kg parce qu'il faut que je nourrisse 3 hommes aussi, donc c'est toujours plein de kilos de barbac, là. Donc je fais souvent des trucs qui durent, qui mijotent. Ce midi, on avait des paupiettes, de poulet farcies avec du chorizo. Alors je rajoute des fois un œuf. Moi, je mets toujours une salade verte à côté ou alors, Mhm. 3 haricots, une courgette, du fromage et là, j'ai refait, un essai avec un pain cétogène, moi, les pains cétogènes avec de l'œuf, je peux plus, l'odeur de Mhm. l'œuf. Ah! Donc j'ai trouvé des recettes, sans œuf et je les grille plusieurs fois parce que j'aime bien ou saucer ou enfin un truc qui pousse. Tu sais, il y a un côté très français ça, hein, tu pousses sur ta fourchette, quoi et produits de la mer, pas suffisamment, ça je le reconnais, vraiment. Alors j'essaie de faire de temps en temps des pestos d'algues. Mhm.
Alors j'adore les produits de la mer, mais quand je suis au bord de la mer. Ça me parle pas du tout là, en Alsace, quoi. L'Alsace, c'est loin de la mer. Ben ouais, ouais, mais je sais qu'il faudrait plus, ça je sais bien. Donc c'est beaucoup plus de viande. Mmh. Ouais, poulet, œuf, fromage, bœuf. Ben, le steak en question là, qui vient de Normandie, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait du foie et du cœur dedans. Tout à fait. Parce que Très justement, on bien. prend plus, il y a plus tous ces choses avant, et ils font un bouillon. Il y a un bouillon d'os, Jarmino chez les Allemands là, que je fais venir aussi régulièrement. Donc je peux faire juste une tasse de bouillon d'os, quand Mmh. j'ai sur le pouce, au moins je suis sûre d'avoir vraiment tout ce qu'il faut. Je le fais pas moi-même parce que c'est 25 heures de cuisson, enfin bon, voilà, tu vois? C'est bon, c'est Faut trop le faire en long, grande mais quantité, ouais, faut ouais. le faire pour l'année, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu co il y a toujours un peu de verdure. Il y a toujours un peu de verdure qui traîne dans l'assiette, ou après je peux faire des gratins d'endives ou des gratins de courgettes où je jette plein de parmesan dessus, ou de la Mmh. mozzarella avec de la crème, et ça me fait un accompagnement. Voilà, des choses un peu comme ça. Mmh. Hem, C'est intéressant parce que tout à l'heure, tu as dit que tu avais suivi le régime Seignalais. Rappelons que le régime Seignalais porte le nom de Jean Seignalais, médecin français, qui est à l'origine de cette approche alimentaire, mmh, qui, supprime les produits laitiers. oui, Et j'imagine qu'à un moment donné, tu as dû les supprimer et là, j'entends ouais, que tu les as, dans ton régime cétogène. Donc ouais. comme tu as switché, donc tu as fait à un moment donné, un temps sans produits laitiers complètement? Ouais, et ça m'a beaucoup manqué d'ailleurs, hein. J'ai toujours Mmh mh. été, j'ai vraiment, ma mère, elle m'a vraiment élevée au riz au lait, au lait, enfin, tu vois, du lait vraiment, Mmh. les années 70, elle te bourrait de lait, et puis moi j'aime le lait, vraiment, et le temps où j'ai pas eu le droit au lait, avec Signalé, c'est compliqué. Puis alors le lait de chèvre, berk, franchement je m'y fais pas. Je m'y fais pas, et là, dans le cétogène, quand tu sais que tu as le droit au fromage, à la mascarpone, au lait, oh quel plaisir! Donc ça, moi C'est ça me saoule intéressant, hein, pas. parce que Ah ouais, beaucoup de j'adore. gens, aujourd'hui, dans la pathologie qui t'a concerné d'abord, ont retiré les produits laitiers Ouais, et c'est donc ça. c'est intéressant de voir ton expérience où tu as remis les produits laitiers et finalement tu as pas d'apparition de symptômes. Non, 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 du tout. Mmh. Alors j'essaye de prendre de temps en temps, dès que je peux, pareil, c'est des produits, crus, tu Mmh vois? mh. Lait Mmh. cru, alors Mmh. j'habite en ville, alors des fois il faut que quand j'ai l'occasion, je prends ou du beurre cru, Mmh. fromage au lait cru, j'en trouve pas beaucoup, mais dès que je peux, je fais. Dès que je Mmh. peux, je fais. Mais ouais, ouais, non, j'ai pas de réapparition d'inflammation, alors malgré que moi un verre de lait, ça me régale, hein, juste ça, Mmh. j'adore. Mmh. Non, mais le problème, c'est que les produits laitiers ont été vraiment accusés à tort, Ils ont été heu, décriés, ouais, ouais. vraiment et ça fait longtemps que je dis: «Il faut que je fasse une vidéo». J'ai plus de 300 études qui sont empilées là, il faudrait que je fasse une vidéo au moins de 3 ou 4 heures là-dessus parce que faut démonter tout, point par point, les produits laitiers qui donnent le cancer du côlon, les produits Ouais. laitiers qui participent à l'ostéoporose, les produits laitiers qui vont calcifier aux artères, blablabla, enfin les produits laitiers et les pathologies auto-immunes et Mmh. cetera. Enfin, c'est une fraude, en fait. Parce que Mmh. quand tu vas voir la littérature, en fait, c'est le contraire. Il y a pas Mmh. soit c'est neutre, il y a pas d'effet, ni dans un sens ni Mmh. dans un autre, soit Mmh. c'est un effet favorable. Donc et en plus, le vrai problème, c'est que souvent, on a mélangé en France produits laitiers au lait cru et produits, hautement industrialisés, hautement traités et ça n'a rien Ouais. à voir, mais Ah oui. vraiment. J'en parlais encore il y a pas très longtemps, moi je suis un fan de cinéma et j'ai beaucoup de DVD avec, des années 50, 60 et cetera, où c'est qu'il y a les news de l'époque et tu as Mmh. des publicités de l'époque. Mmh. Eh bien, tu avais une publicité que j'ai vue, 1958, le film est 1958, c'était, si vous voulez voir, Le Premier Maigret avec Jean Gabin et OK. dedans tu as les publicités, pour un nouveau lait Mmh. qui est en bouteille de verre Mmh. avec une capsule comme des sodas, Mmh. donc pasteurisée, homogénéisée. Mmh mh. Et on est en 58, toi, que ça date pas d'hier. Donc Non. j'imagine que ça a été mis en place avant. Et c'est intéressant de voir en fait que quand tu commences à creuser un petit peu et que tu traites les produits laitiers en deux groupes, d'un côté les produits laitiers au lait cru et de l'autre côté les produits laitiers traités thermiquement, donc pasteurisés et homogénéisés, on a détruit les molécules lipidiques de ce lait pour en Mmh. faire une boisson, tu sais, avec Mmh. un litre de lait totalement homogène, un truc blanc. Il n'y a Mmh. plus la crème sur le dessus, elle se sépare plus. Voilà. Mmh mh. Et bien, quand tu as traité ça, en fait, tu as dénaturé le lait. Bah oui. Ce n'est plus un produit comestible. Le lait est pasteurisé, ce n'est pas un produit comestible pour les Mmh. humains, pour moi. Mmh. Si tu prends le même lait cru, bah, il y a pas de Mmh. problème. Et Bah puis, oui, si oui. tu veux affiner encore un petit peu plus, tu as un problème de caséine, donc la première protéine du lait, où c'est que génétiquement, tous les troupeaux en France ont été sélectionnés pour faire beaucoup de caséine A1. Mmh. Et cette caséine, cette bêta-caséine A1
pose des problèmes à de nombreuses personnes. Mmh. Et que quand tu prends la même vache, la même, mais qui a été génétiquement sélectionnée en A2, donc A2 double allèle, c'est du A2 A2 pur, eh bien les gens qui se disaient avoir des problèmes avec les produits laitiers, non plus. Non plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas le lait le problème, c'est l'intervention humaine sur ce lait, c'est le traitement thermique, c'est l'homogénéisation, c'est la sélection génétique. Mais à la base, ce lait-là, il pose pas de problème. Tu prends vraiment un exemple très simple, tu parlais de chèvre tout à l'heure, la chèvre est beaucoup plus riche en A2, malgré qu'elle contienne encore de la A1. Tu prends la Bufala, la bufflone d'eau italienne qui sert normalement à faire la mozzarella, son lait est garanti 100% A2. Il n'y a pas de A1 dans une bufflone. Ça n'existe pas. Donc, si tu prends ce lait-là et que tu le donnes à une personne qui dit j'ai des problèmes avec le lait et que finalement elle n'a plus de problème, le problème, c'est pas le lait en fait. Bah oui. C'est le traitement de ce lait. C'est les humains qui sont responsables, c'est pas les animaux. Ouais. Voilà. Et ça me rend un peu triste qu'on tape sur la gueule autant en France en particulier, beaucoup plus en France qu'aux États-Unis d'ailleurs, sur les produits laitiers et lait, alors que le problème, c'est pas le lait, c'est le traitement que nous, en tant qu'être humain, on fait, quoi. Voilà. Ouais. Et après, c'est le fait d'aller trouver. Enfin, moi, je sais que des fois, je galère un peu pour trouver ou des laits entiers, des laits. Voilà. J'arrive pas toujours, mais bon, ça me fait pas. C'est quand même curieux parce que moi, à chaque fois que, j'ai même pas mal voyagé, des supermarchés comme des gros centres Leclerc ou des choses comme ça, j'ai toujours vu un ou deux producteurs de lait entier, cru, non homogénéisé dans ces magasins-là, sans parler de magasins bio ou de choses comme ça. Le lait cru, je trouve qu'il y en a. Enfin, moi, je le trouve moins que je trouve pas. Tous les marchés, les fromagers qui sont sur les marchés, généralement, ils travaillent avec un producteur de lait cru. Moi, j'ai jamais eu de difficulté à trouver fromage blanc cru, crème crue, beurre cru, lait cru, ne serait-ce que des petits camions sur fromage, oui. marché. Fromage, ouais, c'est plus. Et fromage, c'est facile, ouais. Une grande partie des fromages français qui sont au lait cru. Ouais. Bon, après, je bosse à temps plein, c'est vrai que je cours encore beaucoup. Je pense que si j'avais un peu plus de temps pour aller. Si tu as les Monoprix aussi, les Monoprix, généralement, ils ont ce genre de produits, mais les grands centres commerciaux, moi, j'ai toujours vu au moins une marque, alors pas forcément de la Jersiès, du A2, mais en lait cru non homogénéisé, toujours. Oui. Au moins une marque. Ouais. Souvent local, tu sais, ils font des partenariats avec des producteurs locaux. Intermarché, des fois, ouais. Voilà. Mais ils ont pas. Bon, voilà, bref. Alors, c'est le fait de faire attention à ça, les œufs, tout ça. Mais si des fois j'ai pas exactement ce qu'il faut, c'est pas grave, je prends et puis c'est tout. Je veux dire, c'est pas. J'en fais pas une fixette absolue. Je fais attention, mais j'en fais pas une fixette. Voilà. Ouais. Voilà un peu à quoi ça se représente. Après, pas mal de café. Et puis, alors, ouais, mon péché mignon, ça entend, c'est un petit verre de vin quand même. Mais après, je suis pas. Tu sais, tout le monde connaît ma position sur l'alcool qui est radicale. C'est-à-dire, la seule chose que j'ai voulu dire, c'est il n'y a pas de dose sans impact d'alcool. Les bons niveaux, c'est 0. Et tous ceux qui ont voulu raconter des histoires, c'était tous des alcoolos. Il y a plein de gens qui ont publié un tas de trucs en disant le verre de vin rouge pour vos artères, blablabla, c'est très bien. Non, ça, c'est des mythes, ça, c'est des mensonges. Quand on regarde la littérature, le bon niveau, c'est 0. Maintenant, les gens qui veulent se faire plaisir parce qu'ils sont amateurs, je sais pas, de vin blanc, de vin rouge, de temps en temps, ils boivent un verre, ils le font en connaissance de cause. Ouais, c'est pas une religion. Par contre, par exemple, on sait très bien que ça peut impacter l'acétose, ça peut impacter la lipolyse quand on cherche à perdre du poids parce que c'est un substrat énergétique que le corps doit traiter rapidement, etc. Donc, si c'est 2 verres de vin rouge par an, il n'y a pas d'impact. Et moi, je connais des gens qui m'ont dit clairement par mail, ah non, moi, je ne bois pas, juste un verre tous les jours. Ok. Ouais, ok. Non, mais c'est ça. Ouais, non. C'est le monde dans lequel on est, ça, hein. Attention. Oui, je sais, ouais. Voilà. Donc, j'essaye d'expliquer les choses. Signaler l'autoriser le vin. Et je trouvais que oui, parce qu'il faisait partie de ce clan que je ne citerai pas, qui est autour de quelques personnes qui pensent la même chose. Et le vin fait partie de l'art de vivre français et c'est bon pour nos artères. Bon, j'avoue que ça m'arrangeait bien. Je me suis dit, sympa, tu vois, il a dit le docteur. Je comprends. Bon, après, je sais très bien quand il faut. J'ai des périodes où vraiment je déroge pas du tout. Et puis de temps en temps, bon, voilà, après, c'est humain. C'est OK. Oui, non. Et puis, un verre de temps en temps va pas vous tuer. Non. Le problème, en fait, c'est qu'il y a une. Tu sais, on a ce côté culturel du vin en France où si les gens ils se mettaient à sniffer de la coke sur le bureau une fois par semaine en disant ah bah c'est culturel parce qu'on est en Colombie,
ça choquera les Français, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, ce côté culturel du vin, il n'y a pas d'impact pour la santé, etc., c'est une connerie. Mmh. Déjà, premièrement, les producteurs, les vignes sont les premiers consommateurs à l'hectare de produits phytosanitaires. Ouais, Vous ouais, ouais. bouffez littéralement de la merde. Donc, Ouais, si ouais. vous allez sur une vigne en biodynamie, bio, etc., bon, déjà, vous avez limité la casse. Mmh. Il reste d'autres problèmes, mais c'est déjà pas mal limité. Sinon, vous bouffez littéralement de la merde. Mmh. Et en Bon, plus, il y a le côté au-delà alcool. au-delà de ça, c'est le premier fléau. Moi, je le vois dans mon activité professionnelle. C'est une catastrophe, hein. C'est Ah il y ben, a pas il y a y a c'est la pas première pire, il y a drogue au pas monde, hein. Je l'avais ah publié bah dans oui, Bonjour Keto et ailleurs. il y a pas C'est pire. techniquement la première drogue au monde, hein. C'est ça, il y a pas pire, il y a pas Mmh. pire. Ça fait faire des choses absolument épouvantables aux personnes. Enfin voilà, moi je le vis au quotidien ça. Oui, Et on se bat pas contre ça parce que ça rapporte trop de pognon, hein. Mmh. oui, puis c'est cette vision aussi. C'est-à-dire que Oui, concrètement, tu vois quelqu'un qui te dit, «Moi, je prends de l'héroïne», ah bah, tu dis, «C'est un drogué». «Moi, je prends de la cocaïne», ah bah, c'est un drogué. «Moi, je fume du cannabis», c'est encore une vision, c'est un drogué. «Ah mais moi, je fais, un petit verre de rouge tous les midis, c'est c'est un un bon bon vivant, c'est un un bon bon vivant, vivant». c'est ça. Tu Ouais, ouais, vois? bah, oui, oui. Alors Ouais, que ouais. biologiquement parlant, médicalement parlant, non, je suis désolé, l'alcool, c'est un toxique pour le corps, faut le Ouais. détoxifier, enfin c'est voilà. Ouais, ouais, Donc c'est vrai. Après j'ai été très stricte quand j'étais en phase, très inflammatoire, enfin voilà que ça allait pas du tout. Là, comme dit, d'une manière générale, je vais plutôt bien, plutôt mieux et de mieux en mieux d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a pas de je me sens moins, je me suis tellement foutu la pression pendant longtemps parce qu'il y avait une urgence à aller mieux, pour continuer juste à vivre et à élever mes enfants et à être là, qu'aujourd'hui, je sais très bien ce que je mets dans ma bouche et que mmh, quand, je le fais en connaissance de cause et quand il faut recadrer, bah, je fais quoi, je fais. En tout cas là, ce qui est sûr, c'est qu'après le retour au Bénin, du voyage au Bénin qui a été absolument incroyable, j'y reviens là, je suis de nouveau en phase d'adaptation, mmh. céto parce que pour moi c'est une évidence, c'est pas Tu te c'est serais pas un pas vu régime, faire c'est du un céto, tu es parti combien de temps au Bénin? oh, une dizaine de jours. Mon fils, il a fait son stage de 5e année de maïeutique sage-femme, là-bas et Mmh donc mh. on l'a rejoint à la fin du séjour. Donc que 10 jours, mais en même temps, c'est que de l'igname, c'est que, des, des ah putain, des bananes, flambées, c'est, Du riz des peut-être? Ouais. oui, beaucoup, oui, oui, Mmh. beaucoup. Ouais, ouais, c'est ça. Donc je me suis dit: «Ah, si je passe du cétogène à directement à l'Afrique, je vais avoir le bide explosé». Donc j'ai commencé un petit peu à reprendre en low carb avant d'y aller, ce qui fait que c'était plutôt OK. Voilà. OK. C'est que du sucre, hein, ce qu'ils mangent, et pourtant ils sont tout maigres, hein. Le Bénin, c'est une vraie leçon de vie ça aussi, purée, c'était magnifique comme voyage. Ouais, Où enfin on apprend ils ont des problèmes, on a importé les problèmes, de civilisation occidentale là-bas. Tu ouais, prends le riz, par exemple, tu as pas de rizière en Afrique, il est ouais, importé d'ailleurs. Ils sont totalement dépendants de ces importations. C'est pas une alimentation endémique, en fait. c'est ça. Donc quand on Non, non, prend c'est un les récits des explorateurs, 18e, 19e, début du 20e siècle, on se rend compte en fait que l'Afrique est totalement dépendante de la chasse et une alimentation carnivore. Et mmh, aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'ils mmh, dépendent totalement d'importations et de cultures ouais, qui ne sont pas des espèces endémiques à l'Afrique en plus. Ouais. tout à fait. Ouais, ouais. Mmh. Voilà. Mais c'était une vraie belle, un vrai beau voyage quand même qui remet les points sur les i et les barres sur les t, on va dire. Mmh. Mmh. Ouais. Alors, peut-être pour continuer dans ton expérience, qu'est-ce que toi tu as vraiment ressenti depuis ton arrivée sur le régime cétogène, comme une difficulté, quelque chose de difficile avec le régime cétogène? Des aliments à trouver, des choses à des choses à comprendre, ou des difficultés avec l'entourage ou par exemple des difficultés avec les médecins? Quel a été pour toi vraiment les Les gros points médecins, je de leur dis blocage? rien parce que de toute façon, ils comprennent rien. La famille, au bout d'un moment, ils me disent: «Oh mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi». Donc je les envoie chier parce que voilà, c'est tout. Le regard des autres, j'ai passé l'âge là, oui, les choses, je m'en fous. Ce qui a peut être difficile. Alors, j'ai réussi à faire venir de la Lulose des États-Unis, donc j'étais hyper contente, c'est passé la douane. Je me suis dit: «Youpi!» parce que c'est pas mal du tout ça la Luose, Ah bah, pour avoir ce petit j'en parle pouvoir. souvent, hein, c'est un scandale Ouais, que ça ouais, soit ouais. toujours pas, Mmh. légalisé en Europe quoi, hein, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Ça viendra peut-être. Et bah, le seul truc qui pour moi de temps en temps est difficile, c'est le ratio. Tu vois? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, je veux pas compter. Ça m'embête, c'est de savoir un peu toujours exactement, le ratio, lipides, protéines. C'est ça Mmh moi mh. qui des fois, me pose, c'est mais sinon non. Alors après ceux qui veulent que quand ils me voient manger différemment et qu'il y a de la curiosité, j'en parle, mais maintenant j'en parle plus. Parce que ça sert à rien parce que sinon tu passes pour un truc,
qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? C'est n'importe quoi, faut arrêter de manger de la viande, c'est pas bon pour la planète. Enfin, tu vois, tout ce truc, réchauffement climatique et oh donc j'ai fini de m'énerver, hein. Je veux plus. Je veux bien avec des personnes qui veulent, qui ont envie, qui sont curieux, qui sont voilà et qui sont pas dans le jugement parce que dès qu'à ce moment-là, je ferme tout et je m'économise, tu sais? Vraiment, j'ai plus envie. Oui, je comprends. Ouais. J'ai plus envie. Par expérience, on sait que ça sert à rien en fait de passer Non, 3 heures non, à non, essayer d'expliquer, même avec des arguments. À la fin, de toute non, manière, rien non, n'a bougé. Donc, non, non. mmh, OK. Donc Non, mais et pour les ratios, c'est simple, hein, parce que j'ai toujours dit que le régime cétogène, c'était quelque chose de simple qui devait être pratiqué sans frustration, sans calcul, et cetera. Alors, dans mmh. certains objectifs thérapeutiques précis, je Oui, pense ou à sportif très l'épilepsie, précis, ouais. voilà, c'est relativement faut rester et encore, tu sais, moi, je me borne à la littérature scientifique parce que je suis un passeur de connaissances, je dois vulgariser des connaissances et quand ce n'est que mon avis, je dois dire: «Attention, ça, c'est mon avis» Ouais. et mon avis, c'est que les ratios cétogènes, c'est une connerie. Mais on se les farcit depuis 1920 quand même et qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel centre, épileptique en France formé au régime cétogène, je rappelle, c'est à peu près 1 centre sur 4, ils vont travailler avec ces ratios et ils vont bourrer le crâne de la maman qui va faire à manger pour le petit. Voici les ratios cétogènes que vous devez suivre. Ulrich Génisson, son avis, et ça c'est que mon avis, c'est une connerie. Parce que Mmh. l'impact du régime cétogène va bien au-delà de ces ratios. Et qu'on peut Mmh. avoir des ratios beaucoup plus lâches, beaucoup plus riches en protéines, moins riches en lipides, en maintenant vraiment les glucides très bas, et avoir les mêmes résultats. Mmh. Bon. Et pour le monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas vraiment de gros objectifs médicaux avec le régime cétogène, bah, c'est pareil, on peut le faire de façon très instinctive. Tu prends de la viande, bah, tu choisis volontairement les coupes les plus grasses que tu trouves. Tu ne vas pas volontairement prendre un filet de bœuf très maigre, tu vas prendre une Ouais, ouais. coupe plutôt grasse. Si tu as une côte de porc ibérique, une entrecôte, ça, tu vas choisir les morceaux les plus gras. L'œuf, tu es à peu près à moitié-moitié. Les fromages, tu es à peu près à moitié-moitié. Bon, si tu as envie de te faire plaisir parce que tu aimes bien un peu de chantilly ou tu veux te faire une panna cotta ou une crème aux œufs, des trucs comme ça, bah, tu vas rajouter de la crème, tu vas rajouter un peu plus de lipides sous forme de produits laitiers, des choses comme ça. Si tu aimes bien le café gras, bah, tu vas mettre peut-être un peu d'huile de coco dedans, du beurre dedans, mixé parce que tu aimes bien le goût le matin ou des choses comme ça. Et au final, tu t'y retrouves spontanément. En fait, tu n'as pas besoin de faire des Ouais. tableaux Excel. Oui, c'est ça. Chronomètre, moi, je suis un grand fan de chronomètre, j'arrête pas de le dire. Pour une raison ultra simple, c'est pas les macros et c'est pas les ratios, C'est c'est les l'appli ça? C'est micronutriments. ça? Oui, C'est l'app ouais. les micronutriments, parce que si je dis, je sais pas moi, quelle est dans votre alimentation votre première source de manganèse, hop, j'ai séché tout le monde. Les gens, ils savent pas. Donc, Maintenant pour apprendre le côté pédagogique du truc, OK. quand tu commences à rentrer une journée d'alimentation dans le chronomètre, tu as tous les micronutriments. En particulier, j'invite les gens à abandonner leur smartphone, hein, Mmh. aller sur l'ordinateur, en grand Mmh. écran. Là, vous rentrez tout manuellement sur une journée, puis vous allez vous rendre compte, en fait, vous avez vraiment tous les micronutriments officiels, Mmh. vitamines, minéraux, oligo-éléments, et vous pouvez rentrer vos suppléments aussi si vous prenez des suppléments. Et Mmh. comme ça, vous voyez immédiatement si vous êtes à 100% des objectifs ou pas partout. Ouais, c'est vrai. Et Oui, éventuellement, oui. vous allez vous dire: «Ouh là là, mes apports de cuivre sont vraiment très bas, où est-ce que je pourrais avoir mes apports de cuivre?» Tu parlais de cœur tout à l'heure, tu manges du steak haché avec du cœur de bœuf. Le muscle cardiaque du cœur de bœuf, c'est l'élément animal le plus riche en coenzyme Q10. Si tu Mmh. cherches à augmenter ta coenzyme Q10, eh ben, tu sais que dans ton cœur, tu en as. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, Et c'est ouais. pour ça que niveau micronutriments, Chronometer est intéressant, au moins pour l'aspect pédagogique, Oui, apprendre oui. où sont les micronutriments. Ouais, c'est ça, Les gens apprendre. Ouais, disent: ouais. «Je ne mange pas de produits laitiers». Ah d'accord, très bien. Où tu trouves ton calcium? OK. Et là, je dis aux gens: «Rentrez tout dedans» et on me dit: «Ah ouais, mais j'ai mangé 50 milligrammes de calcium par jour en moyenne depuis 2 ans». Bah, ouais. Ah ouais, en dessous 500, ça va commencer à être problématique, hein. Donc va falloir faire quelque chose. Tu manges des coquilles d'œufs, tu manges les arêtes des poissons, enfin tu fais quelque chose parce que tu as viré les produits laitiers qui est la première source de calcium, Mmh. mais tu as rien mis en face à la place. C'est ça. Ouais, ouais, c'est Et ça. sans chronomètre, bah, tu peux pas le visualiser. Mmh. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais peut-être faire ça, ouais, tu as raison. Mmh. Je vais faire ça. Ça donne, c'est franchement, toi Ouais, ouais, ouais. qui aimes apprendre, qui aimes comprendre, Oui. chronomètre, ça permet de visualiser. Alors, c'est pas ultra précis parce que ça reste des estimations, Oui, mais heu, c'est à peu près, à peu près. c'est à peu près, mais ça donne une Ouais, idée, d'accord. Ouais, ouais, bah, une je vais bonne faire ça. idée. Je vais faire Voilà. ça. Ouais, bonne idée. Ouais, je vais le faire. Mmh. Et puis du boudin, régulièrement, on adore le Très boudin. bien. On mange ça, du boudin, des foies de volaille, voilà. Donc ça, les enfants, ils aiment bien aussi. Donc
T'imagines pas, ne serait-ce que tu parlais du boudin, aujourd'hui c'est un aliment qui est un peu perdu de mode quand même. J'ai été invité à l'Académie de médecine de Paris pour m'exprimer sur le régime cétogène, et juste avant moi, il y avait un professeur de médecine qui parlait, Ouais. et le gars, il est responsable il est chef de service, un hôpital parisien, professeur de médecine, et il dit tranquillement, moi aujourd'hui, tous les jours, je prescris du boudin. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve à avoir des gamines de 18, 19, 20 ans en anémie parce que ça fait 4 ans qu'elles suivent un régime vegan. C'est ça. Ah ouais. Et c'est pas rien. Hein. Franchement, si tu as un professeur de médecine qui te dit, moi, j'en suis arrivé à prescrire du boudin tous les jours, Mmh. tu vois le truc. Hein. On a une vraie méconnaissance aujourd'hui de la nutrition où des gens s'imaginent pouvoir tenir certains régimes déséquilibrés pendant des années sans conséquence. Ça se finit à l'hôpital. Ouais, c'est vrai. Non, non, Boudin, super aliment. Ouais. ouais, vraiment. Puis là, dans la région, on en trouve beaucoup, je sais pas, il y a une vraie culture du boudin là. Toute l'année, tu en as du boudin. Tu vois, il Donc faut ouais. faire de l'import-export entre la côte française et le poisson et le boudin d'Alsace. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais ça colle pas avec le paysage. Moi, j'ai envie d'huîtres, mais au bord de la mer. Ça va pas en Alsace, l'huître. Ouais, je comprends. Enfin, Faut se pas en méfier Normandie. parce que en oyster, donc l'huître du Colorado, Ouais. si tu commandes ça ici, c'est des testicules de bœuf. Heu, Il faut pas se tromper. Hein. Sur la carte, tu as bien marqué oyster, hein, huître. OK. Donc les gens qui ne savent pas, ils peuvent être choqués au début. Ouais, donc voilà. Mais je continue à apprendre. Je vais faire cette application-là, ce que tu me dis Hmm. et voilà. Donc Bah, écoute, ton témoignage est vraiment très riche. On voit quelqu'un d'optimiste, quelqu'un d'engagé dans le changement, pas de passivité. Enfin, ça a été vraiment un grand plaisir de discuter avec toi. oui. Est-ce que tu veux aborder un autre sujet que tu voudrais partager avec notre audience ou est-ce que tu veux que je te laisse le mot de la fin Ben, les personnes, c'est de leur dire, ben, de rester curieux et que quand on a une difficulté, en fait, il y a pas de problème, il y a toujours des solutions et qu'il faut chercher et prendre en main sa santé, pas la remettre dans les mains d'un médecin ou en tout cas être en coopération à minima avec le médecin, Mm, revendiquer qu'on l'explique mm, et pas être passif par rapport à ça. mm, «Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi c'est ça? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Montrez-moi, c'est où sur la carte?» J'ai un vétérinaire qui est génial parce que à chaque fois que mes chiens, ils ont quelque chose, il me fait des dessins. Je lui dis: «Purée, mais si vous pourriez être un médecin, vous» et lui, il trouve ça normal de tout expliquer. Je sais pourquoi ma chienne, elle a un problème cardiaque au niveau de son cœur, pourquoi ça déconne à cet endroit-là, les symptômes qu'il faut que j'observe si elle décompense. Je dis: «Bah, putain, mais ça devrait être comme ça, quoi». mm, Nous sentir concernés, c'est notre corps, quoi et les gens, ils peuvent le revendiquer. Enfin, mince, je comprends mm, pas pourquoi, ils subissent tellement, c'est tellement violent ce qui peut des fois se passer sans la moindre explication. Prends mm. ça parce que moi je suis le médecin. Donc voilà ce que j'ai envie de dire aux gens, voilà. C'est la seule chose qui nous appartient sur cette planète. Rien nous appartient à part notre corps. Donc Bah, on celui-là, arrive, on repart. De toute façon, on repart avec rien. Hein, donc, exactement, exactement. Mais pendant ce temps-là, c'est notre carcasse, elle est à nous. Donc mm, c'est mm, voilà. mm. Oui, et des médecins, un autre service, c'est-à-dire qu'ils sont là en tant qu'experts pour nous aider à guérir ou aller mieux, etc. Et on n'est pas là juste pour obéir à ce qu'ils vont dire. Si ce que le médecin vous dit vous convient pas, bah, changez de médecin C'est ça. et devenez vraiment acteur de votre santé et pas Mmh. passif en obéissant. Oui, Ouais, c'est ça. Moi je crois que c'est un beau message. de nature, j'obéis pas, donc ça pouvait pas marcher, quoi. Mm. Enfin si, je suis très obéissante, mais il faut me convaincre. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais, je Si je comprends. voilà. C'est du 1000 grammes, tu fais partie des 20%. Merci. Mais sincèrement, je te félicite parce que la spondylarthrose ankylosante, c'est pas une petite pathologie, c'est sérieux. Il y a les médicaments, c'est un traitement lourd. Les antidouleurs, c'est quelque chose de lourd avec des conséquences, etc. Avoir pris à bras le corps ta pathologie pour en devenir une experte et arriver des années plus tard à pu avoir de symptômes, plus de douleurs, etc. Je te tire vraiment mon chapeau et c'est vraiment pour ce genre de résultat que nous on travaille parce que Mmh. il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a que des gens comme toi, avec ton profil, qui y arrivent. Parce que le système aujourd'hui est défaillant. Donc, il n'y a Mmh. que des gens qui prennent à bras le corps leur pathologie quand ils deviennent vraiment experts, Mmh. qui trouvent ce genre de résultats. Donc, Ouais. bravo, sincèrement. Merci, ça me fait plaisir. Ben, j'ai plus qu'à te souhaiter une longue vie, une longue santé grâce au Merci. régime cétogène et puis le meilleur pour toi et tes Mmh. proches, puisque tu as embarqué ton conjoint et un peu tes enfants dans ce mode de vie cétogène. C'était pas négociable. C'est maman qui fait à manger, tu manges ce que j'ai fait. Ben, il avait une petite brioche de la quarantaine, alors je lui ai expliqué, je lui ai dit: «C'est pas possible ça».
pas Mmh. possible. L'idée, c'est de bien vieillir. Tout à fait. Bien vieillir, sans pathologie, sans traitement. Quand je vois des gens à 80, 90 ans, 100 ans, sans déambulateur, sans chaise roulante, qui font ce qu'ils ont à faire et sans médicaments, totalement autonomes, voilà, c'est à ça qu'il faut travailler, quoi, hein. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que la longévité en étant, 30 ans, dépendant, je vois pas l'intérêt non plus. Ouais, bah, non. Oui, oui, bien sûr. En tout Mmh. cas, merci pour ce que toi tu fais, le livre de recettes de Nelly, enfin, ce que vous faites. Nelly Moi, en je coulisses, tu vois? C'est moi qui suis tout le temps à l'écran, ouais, mais c'est Nelly la mais magicienne en ouais, cuisine. ouais, ouais. Mais je parle souvent de vous et quand les gens, ils ont un peu envie, je lui dis: «Achète ce livre». Alors j'ai votre photo, la photo du livre dans mon téléphone et des fois j'envoie, je dis: «Bah, voilà, achète, hop, commence dedans, détricote, lis, regarde». Ouais, Merci beaucoup pour ta confiance et ton soutien, c'est gentil. On a merci à besoin de toi. vous tous, partagez nos vidéos, parlez de nous parce que les algorithmes sont contre nous, les médias sont contre nous. Donc en fait, si on est connu, si nos livres sont numéro 1, hein, le premier c'est 2017. S'ils Ouais, sont je l'ai. numéro 1 et 2 en France sur le régime cétogène depuis autant de temps, c'est Mmh. uniquement grâce au bouche à oreille. Ouais. Sans le bouche à oreille, ces livres ne seraient pas connus. Donc Mmh. merci à Mmh. chaque personne qui parle de nos livres, chaque personne qui parle de nos vidéos, les portraits keto, parce que sans vous, ben, ça restera confidentiel, quoi. Ça ne sera jamais Mmh. connu. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.